Au milieu d'une catastrophe, des héros ont tout tenté pour sauver la Terre. L'un de ces héros était Jiahui-Jin, connu comme l'étoile de l'épée. Après avoir vu Kang Xiong, le seul qui pouvait mettre fin au plan de jeu macabre par des entités d'un autre monde, mourir, la jeune fille demande comme dernier souhait une seconde chance. Les dieux décident d'accepter, et ainsi, la jeune fille retourne 10 ans dans le passé. Plus préparée, elle décide de trouver Xiong le plus rapidement possible et de le protéger à tout prix. Lorsque la Ligue commence, le protagoniste, qui voulait seulement offrir une vie meilleure à son petit frère, est forcé d'abandonner ses plans et de se battre pour survivre au premier tour. Cependant, au milieu du chaos, Juno finit par disparaître, et Kang décide qu'il est prêt à tout pour le retrouver. Heureusement, il a un ange gardien prêt à tout pour que cela se produise. L'histoire commence en parlant d'une catastrophe qui s'est produite de nulle part et qui a marqué le début de la Ligue. Nous découvrons qu'au fur et à mesure que la Ligue progressait, l'humanité disparaissait. Cependant, certains héros étaient sur le point de réussir au dernier tour, prêts à tout restaurer. L'un de ces héros, grièvement blessé, lance une attaque avec la force qui lui reste. L'administrateur Jay, en riant, dit que c'est dommage car le jeune homme était très proche de la victoire. Totalement épuisé, le garçon s'effondre sur le sol. Un peu plus loin, une fille crie en demandant à Kang Xiong de se relever. L'administrateur dit que c'est la première fois qu'il voit quelqu'un atteindre le dernier tour. Mais comme aucun d'eux ne pourra gagner, il devrait simplement être reconnaissant d'avoir reçu l'attention de l'univers entier. Avant de tout terminer, qui déclare que si la jeune fille a une requête, il se fera un plaisir de la satisfaire en récompense du divertissement. Très blessée, la fille demande une chance de plus. Le méchant dit qu'il ne peut pas faire cela à moins que les dieux ne le permettent. Vetney se retourne et dit au revoir, laissant Jin Jae, connu comme l'étoile de l'épée, seul et mettant fin au 8e tour. Quelque temps plus tard, nous voyons la jeune fille se réveiller dans son lit. Surprise, elle se lève rapidement et, après avoir regardé autour d'elle, réalise qu'elle est dans son appartement. Son téléphone sonne avec des messages envoyés par Lee Oh-sun et Park Min-ji. En vérifiant la date, la fille voit qu'elle est revenue 10 ans dans le passé et que ses amis sont vivants et se demande comment cela est possible puisque l'administrateur a déclaré qu'il ne pouvait pas donner de seconde chance. Prise dans cette confusion, Jin conclut que cela signifie que Kang est également vivant et se dépêche de se préparer. Elle affirme qu'elle doit trouver le jeune homme, car la Ligue commencera dans quelques heures. Nous découvrons que peu importe la force des joueurs, la Ligue est une bataille de factions, et le garçon est une pièce maîtresse. Connu comme le grand seigneur de Manjiang, il était le seul à s'approcher de la victoire. Déterminé à faire équipe avec le garçon dès le début, l'étoile de l'épée se précipite vers sa destinée. Nous sommes emmenés dans le district de Manan dans la ville d'Anyang, Diang-Ido, où deux hommes sont impressionnés par la volonté d'un autre collègue. Nous voyons le protagoniste se donner à fond pour terminer sa part du travail. Après avoir terminé, il dit que ce n'était pas si mal après tout. L'un des hommes déclare que le garçon va s'épuiser s'il continue à ce rythme et se demande s'il a renoncé à étudier, confirmant que Kang dit qu'il ne peut pas manger un diplôme. Et quand on lui demande pourquoi il travaille tous les jours sans pause, il déclare que son désir est de donner une bonne vie à son petit frère. Le vieil homme lui tend une enveloppe avec le paiement et dit qu'il devrait rentrer tôt pour fêter l'anniversaire de son jeune frère. Après le travail, notre garçon se dirige vers Onyx Mall et dit à un vendeur qu'il cherche quelque chose pour un garçon de 13 ans. La femme montre une veste et dit que les jeunes garçons la portent généralement par-dessus leurs uniformes scolaires. En pensant, le protagoniste conclut qu'acheter cela rendra plus difficile l'achat de nourriture et le paiement de la facture d'électricité. Mais après avoir reçu un appel de Juno lui demandant de manger du poulet pour son anniversaire, il décide de prendre la veste et la nourriture. Après tout, cette date n'arrive qu'une fois par an. En regardant le sac, le garçon dit que c'est la première fois qu'il achète des vêtements qui coûtent plus de 100 000 wons et est heureux de pouvoir offrir quelque chose de bien à son petit frère. Alors qu'il s'approche de l'ascenseur, il découvre qu'il ne fonctionne pas et se demande ce qui pourrait se passer. Un type décide d'utiliser la sortie de secours mais rencontre quelque chose d'étrange. Le protagoniste décide de voir d'où vient cette fumée, mais quand il regarde à l'intérieur, quelque chose le repousse et ferme la porte. Soudain, une voix sort du haut-parleur annonçant que le magasin va fermer à ce moment-là. Notre garçon regarde le téléphone et voyant qu'il n'y a pas de signal, conclut que le problème n'est pas seulement dans le centre commercial. La situation laisse tout le monde paniquer jusqu'à ce qu'un écran bleu apparaisse devant tout le monde, avec le message informant que tous les présents sont actuellement connectés à la zone 2, et que sur la base de la réunion au sommet, la population de la Terre doit être réduite de force. Cela signifie qu'à partir de ce moment, ils sont des cibles de la politique d'extermination. Et comme il s'agit d'une mesure inévitable applicable à toutes les formes de vie, les espèces n'ont pas le droit de refuser. Si on essaie de comprendre ce que signifie être qualifié pour participer à la Ligue. Cependant, Ashura apparaît en interrompant ses pensées. Avec cet œil rouge, la créature observe toutes les personnes présentes, déclenchant une hystérie collective sans précédent. Les gens commencent à courir désespérément, sauf notre garçon qui ne peut penser qu'à son frère qui est seul à la maison. Il regarde quelles seraient ses options pour sortir de là, et au milieu de ce chaos,
décide qu'il trouvera un moyen de quitter le centre commercial et de rentrer chez lui. Nous sommes emmenés dans l'une des zones du parking, où les gens se retrouvent cernés par des créatures à la peau verte et aux yeux brillants. Il est révélé que le plan de la Ligue est de réduire l'humanité à un quart. Obéissant aux ordres, les monstres commencent le massacre, et au milieu des cris, Jin apparaît, et se souvenant du premier principe qu'il a appris de Kang, déclare qu'il est nécessaire de bouger pour éviter la mort. Utilisant son épée, la jeune femme tranche à travers les monstres. Nous découvrons qu'elle a mis 2 à 3 heures à escalader tous les étages juste pour trouver le garçon, tout cela parce qu'elle est persuadée qu'il peut effectivement mettre fin à la Ligue. Nous voyons qu'une sorte de route a envahi tout le bâtiment. Alors que le protagoniste atteint encore une autre sortie de bloc, les gens autour de lui continuent de courir et de crier sans s'arrêter, et il conclut qu'il n'y a aucun moyen de sortir de là. Soudain, une jeune femme portant un bandeau et aux cheveux roses apparaît. Après être passée inaperçue, elle frappe dans ses mains et demande à tout le monde de se concentrer pour que cela se termine plus vite. Se présentant comme l'administratrice Q du département de gestion des écosystèmes cosmiques, la femme explique que ceux qui vivent sur Terre ont été désignés comme une espèce perturbatrice qui doit être éradiquée, et même si elle s'en sent mal, elle doit appliquer la politique. Une femme s'approche de l'administratrice et lui demande pourquoi elle fait cela. Déclarant qu'elle respecte les choix des gens, la créature dit que la politique d'extermination a des lois. Par conséquent, tout le monde doit voter, et ceux qui choisissent X n'ont pas besoin de participer à la Ligue. Montrant une grande horloge, elle dit qu'ils ont 5 minutes. Évidemment, tout le monde commence à courir vers le X, sauf Cheyenne qui décide de voter pour le cercle, laissant les gens en état de choc face au choix du jeune homme. Ne sachant pas qu'il ne soutient pas la politique, il sait seulement que c'est le seul moyen de rester en vie. 2 gars lui demandent d'aller de l'autre côté. Le prenant par surprise, elle pourrait parler à notre garçon en utilisant la télépathie et en déclarant que son choix est intéressant, dit que c'est une communication privée car elle a une offre. Ou si le jeune homme peut amener des gens au cercle, il gagnera quelque chose de cool et ne sera pas pénalisé s'il échoue. Pensant à tout ce qu'il a vu jusqu'à ce moment, Kang déclare haut et fort que ceux qui choisissent X mourront. Les gens commencent à rire et demandent si le garçon pense qu'il est le protagoniste d'un film. Demandant si tout le monde a lu les explications, le protagoniste leur rappelle la partie qui disait qu'il n'était pas possible de refuser de participer à la Ligue, ce qui signifie qu'il est préférable pour eux d'être prudents si c'est une situation réelle. Avec seulement quelques secondes avant la fin du temps, les gens décident d'écouter le garçon et commencent à se déplacer vers le cercle. Avec seulement 2 personnes restant au X pensant que notre garçon prie pour que ce que l'administrateur a dit soit faux. Souriant, Kay dit que le temps est écoulé, et en un clin d'œil, le gars et la fille qui étaient de l'autre côté explosent simplement. Étonné, Cheyenne réalise que la femme disait la vérité. Elle le félicite pour son bon travail et le récompense avec une arme à feu contenant 10 balles. Mais si les projectiles ne sont pas vendus par Lee, le jeune homme ne les retrouvera plus jamais. Lorsqu'on lui demande s'il y aura des articles vendus séparément, elle répond qu'il le découvrira plus tard. Soudain, un bruit étrange attire l'attention de tous. On voit une personne descendre les escaliers et implorer de l'aide avant d'être massacrée par un monstre. Les gens se demandent bien ce que c'est que ça. Pendant ce temps, le protagoniste en conclut que la Ligue vient de commencer. Riant, Kay dit qu'il est temps pour eux de bouger, d'embrasser la réalité, et disparaît. La foule commence à fuir les créatures. Mais beaucoup finissent par se faire attraper rapidement. Se cachant, Kang se demande comment il va sortir vivant de ce massacre. Mais, se souvenant de Juno, il décide de se battre. Soudain, un monstre apparaît à côté de lui et frappe sans hésitation. Notre garçon réussit à se défendre, mais la créature est rapide et le frappe avec son mini-couteau. Blessé, le jeune homme déclare qu'il est temps de fuir. Mais quand il regarde en arrière, il se rend compte que l'ennemi se débat sur le sol. Ne sachant pas quoi faire, il aperçoit la dague et se demande s'il existe un autre moyen de s'en sortir sans tuer. Après avoir conclu qu'il n'a pas d'autre choix, il commence à courir avec le couteau à la main, et pour éviter de laisser son petit frère seul au monde, il enfonce la lame dans le dos du gobelin, faisant voler le jus de fraise partout. Laissant tomber le manche du couteau, le protagoniste se rend compte qu'il tremble. Mais, sans perdre de temps, il décide de se concentrer sur la recherche d'un moyen de sortir de cet endroit. Le chaos continue, et les gens grimpent sur tout ce qu'ils trouvent devant eux pour se sauver. Cependant, à la surprise générale, quelque chose commence à frapper les créatures. Notre garçon se demande ce qui se passait, voyant des cintres, déclare qu'il va passer à l'action. Un type qui court demande à quelqu'un de l'aider, avant d'être tiré en arrière par Chion, qui pense que lorsque les monstres tombent, ils ne peuvent pas se relever immédiatement, ce qui signifie qu'ils n'ont rien de spécial. Criant, il dit à tout le monde de s'écarter du chemin des gobelins. 2 types obéissent, et lorsqu'ils s'écartent, ils finissent par faire s'effondrer 2 des petits monstres au sol. Le protagoniste dit alors qu'ils peuvent survivre à ça s'ils unissent leurs forces. Ils ont juste besoin de changer de direction en courant, et d'attendre que le monstre tombe au sol pour finalement attaquer avec n'importe quoi. Certaines personnes décident de suivre le plan et attrapent tout ce qu'elles trouvent par terre. Choqué, un type fixe le jeune homme et se demande qui il est. Après un certain temps de bataille,
il s'approche et dit que notre garçon est incroyable. Puis, se présentant comme Hwang Gyeong-so, un ancien soldat des forces spéciales, pensant que Kang réalise qu'il serait avantageux pour eux de rester ensemble. Mais à ce moment-là, personne ne veut faire ça. Alors il dit juste qu'il n'a rien fait de spécial, qu'il a juste observé comment les ennemis agissaient et utilisé cela à son avantage. Le jeune homme se demande en pensée comment il a réussi à remarquer ça au milieu du chaos et à jouer quand même le rôle de leader. Lorsqu'on lui demande quelle est la prochaine étape, notre garçon regarde autour de lui et dit qu'il n'y a pas de temps à perdre. Par conséquent, ils doivent construire une barricade pour empêcher les monstres d'attaquer davantage de personnes. De cette façon, il sera possible de garder tout le monde en sécurité à l'intérieur du cercle et d'attaquer les ennemis d'en haut avec les bâtons. Puis, il rappelle à l'ex-soldat qu'il ne s'agit que du tutoriel. Il est d'accord avec tout en réfléchissant à quel point le jeune homme est bon dans divers aspects. En réalisant ce que le type est en train de faire, d'autres personnes offrent leur aide, acceptant. Seyon distribue les tâches et prend la direction du groupe. Soudain, quelque chose commence à venir du côté de l'escalator, mettant tout le monde en alerte. On voit des gobelins fuir Jin. Le protagoniste demande à tout le monde de ne pas attaquer. Après avoir éliminé les ennemis, la fille s'approche, et notre garçon en conclut qu'elle est pire que les monstres alors qu'elle semble soulagée de le trouver. Tout le monde commente à quel point la jeune femme est impressionnante. Regardant notre garçon, l'étoile de l'épée lui demande de ne pas baisser sa garde, et en plantant son arme dans l'un des gobelins, déclare que les créatures ont de grandes capacités de régénération et peuvent se remettre de blessures mineures en quelques minutes. Le jeune homme dit qu'elle semble en savoir beaucoup sur les monstres. Allumant une cigarette, la fille révèle qu'elle a déjà vécu ça. Hwang Gyeong-so demande comment sont les autres étages, et elle répond que c'est l'endroit où il y a le plus de survivants. Puisque du 2e sous-sol au 7e étage, elle a trouvé de nombreux cadavres. Réfléchissant, le protagoniste se demande comment il est possible qu'elle se soit battue seule de là-bas jusqu'ici, en utilisant une seule arme. Sortant de nulle part, Jin déclare qu'elle a essayé de trouver Juno, mais n'a pas pu, alors maintenant ils doivent se concentrer sur le premier round. En entendant ça, notre garçon sort l'arme qu'il a reçue et la pointe sur Jin, puis lui demande comment elle sait qu'il a un petit frère. Sans répondre, la fille dit qu'il devrait parler ailleurs. Le type se dirige vers une salle de bain et avec un revolver pointé sur elle. La jeune femme dit que c'est sa 2e participation à ce jeu fou, révélant immédiatement son nom. Expliquant, elle dit que dans l'autre chronologie, ils se sont rencontrés 5 ans après le début de la ligue, et qu'ils ont atteint la fin du jeu avec plusieurs autres joueurs où certains voulaient l'argent, d'autres voulaient la liberté, et certains se sont battus avec acharnement pour le roi. Mais à la fin, tout a mal tourné, et cette fois, elle a décidé de rencontrer à l'avance le monarque de la faction la plus forte de la dernière ligue. Kang s'excuse et dit qu'il n'est pas intéressé par ça, donc il vaut mieux pour la jeune femme de ne plus parler de son frère. L'étoile de l'épée a demandé s'il ne veut pas sauver le petit. Elle mentionne alors que le premier round a déjà dû commencer ailleurs, et qu'il n'est possible de quitter le centre commercial qu'après la fin du tutoriel. Cependant, même s'il réussit à faire ça, il ne sera pas facile de survivre seul avec un enfant. Ainsi, puisqu'elle sait ce qui va se passer, elle l'aidera si le jeune homme est d'accord. Y réfléchissant, le protagoniste décide de rester avec la fille jusqu'à ce qu'il trouve Juno, mais seulement après qu'elle lui ait dit qui est la personne qu'il veut le plus tuer puisqu'elle semble très bien le connaître. Sans hésitation, j'ai dit qu'elle sait que le jeune homme veut tuer sa tante. N'ayant jamais parlé de la femme à personne, Xion décide de croire la jeune femme. Cependant, il déclare que cela ne signifie pas qu'il lui fait confiance. Avant de retourner, le jeune homme demande s'il a pu protéger son frère jusqu'à la fin dans l'autre chronologie. Niant, la fille dit que lorsqu'elle l'a rencontré, il était déjà seul. Et puisque personne n'a jamais osé demander comment le petit est mort, elle ne sait pas non plus ce qui s'est passé, seulement que tu n'avais plus d'émotion. Notre garçon en conclut que son frère est peut-être mort pendant qu'il était dans le centre commercial. Mais Jin lui dit de rester calme, car pas même un jour ne s'est encore écoulé, et révèle qu'à partir de ce moment, il devra affronter des humains, pas des monstres. Ka apparaît et félicite les survivants, puis déclare que tout le monde là-bas s'élèvera dans la ligue des joueurs. Des créatures apparaissent jouant de la trompette pendant que des confettis volent partout. Les gens se demandent si ces petits sont aussi des monstres. Une fois la marche terminée, il s'arrête, et ce qui semble être le chef sourit méchamment en disant qu'il va annoncer le thème du premier round. On découvre que les gens devront jouer au jeu du roi et devront se battre les uns contre les autres pour avancer. Les petits démons commencent à voler, criant qu'ils doivent se diviser en 3 équipes, chacune avec un roi. Ainsi, si le roi est tué, toute l'équipe sera éliminée jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un seul groupe. Nous apprenons que tous ceux du 7e étage feront partie de l'équipe rouge et que le roi sera Kang Xion. L'admin dit qu'elle s'y attendait déjà et qu'elle ne voit personne de plus qualifié. Elle déclare ensuite que le roi peut voir la fenêtre d'état et l'indicateur de son équipe. En temps réel, tout le monde regarde les rois des autres équipes être choisis, pensant que le protagoniste dit que l'équipe bleue est 2 fois plus grande que la sienne et que l'équipe noire peut apparemment cacher son emplacement. Ka dit que le round commencera dans 10 minutes et espère que tout le monde s'amusera. En y réfléchissant,
Jin en conclut que le système est doué pour identifier les individus qui possèdent les qualités d'un bon leader et que, dans ce cas, Xion doit évoluer plus rapidement, car le premier round est la formation centrale. Et au prochain, il devra choisir quels joueurs recevront des artefacts. Soudain, d'autres personnes commencent à descendre les escaliers. Prenant les devants, Dong-Jil Kim, le directeur du centre commercial, se présente comme le représentant de l'équipe bleue et, s'excusant pour ce qui s'est passé, déclare que son groupe a apporté de la nourriture pour tout le monde. Une femme demande s'il est sûr de manger ça, et souriant, un homme dit oui. Tout en analysant l'environnement, il remarque qu'il y a quelqu'un d'intelligent dans l'équipe rouge. Malgré tout, il en conclut que leur étage est supérieur en raison de l'ère de restauration et qu'il pourrait être préférable de profiter de cette situation pour trouver le roi. Notre garçon s'approche et demande ce qu'ils veulent ici. Un peu irrité, le directeur demande au jeune homme de rester calme et dit qu'il est seulement là pour fournir des provisions, car il préfère coopérer plutôt que d'obéir aux terroristes qui veulent qu'ils s'entretuent. Voyant clair dans son jeu, le protagoniste dit à l'homme de se taire et dit qu'il sait qu'ils sont là pour découvrir qui est le roi et le tuer à minuit. Donc, s'il veut vraiment coopérer, il devrait amener le roi de l'équipe bleue ou partir. Sentant le canon de l'arme contre son abdomen, le directeur se rejette en arrière, ce qui pousse les autres gars en costume à charger vers l'avant. Kan essaie de trouver un moyen de ne pas utiliser ses balles, tandis que Jin désarme tous les ennemis, et Randan Dodon se demande s'il a oublié que les attaques ne peuvent pas commencer avant minuit. L'homme dit qu'il comprend que c'est non et s'en va. Se souvenant de ce que la fille vient de faire, le protagoniste admet qu'il ne peut pas nier à quel point son pouvoir est impressionnant. Il annonce ensuite que la prochaine étape consiste à déplacer la base au premier étage, pour rester à l'écart de l'équipe bleue et rassembler les membres restants de l'équipe rouge qui sont encore dispersés. En réfléchissant, il en conclut que les hommes en costume sont bien entraînés, donc s'en éloigner est crucial. Mais il serait intéressant que quelqu'un les surveille. Le protagoniste confie cette tâche à la jeune fille à la casquette et lui dit de recueillir autant d'informations que possible. Pendant ce temps, au quartier général de l'équipe bleue, les hommes affirment qu'ils doivent attaquer immédiatement. En désaccord, le directeur agresse l'un de ses alliés et affirme que maintenant qu'il a le roi entre ses mains, c'est lui qui donne les ordres. Par conséquent, tout le monde doit commencer le nettoyage. Écoutant tout, la star de l'épée réalise que le round ne sera pas facile du tout, et se souvenant des ordres qu'elle a reçus du jeune homme concernant le meurtre du roi de l'équipe ennemie, elle dit qu'elle les exécutera quel qu'en soit le prix. Après un certain temps, nous voyons que l'équipe rouge a réussi à obtenir des saccades de gobelins. Ruan décide d'être le cobaye et de l'essayer en premier. Tout le monde est impatient que le goût soit bon, mais le garçon dit seulement que c'est comestible et qu'ils devront s'y habituer. Nous arrivons au deuxième jour et découvrons que Seyon dirige 39 personnes. De plus, ils ont atteint le premier étage et ont trouvé plusieurs cadavres. Rapidement, le protagoniste en conclut que ce n'est pas un gobelin qui a fait ça, mais plutôt le système qui a éliminé ceux qui ont essayé de quitter leur étage avant l'heure. Tout en nettoyant, une fille dit à l'un des morts qu'elle veillera à ce que son corps soit correctement enterré. Le groupe a dû boire de l'eau des toilettes, et le prochain objectif de notre garçon est d'améliorer la barricade. Après plusieurs heures, il demande à ses alliés de se reposer un peu. Un homme demande si le jeune homme ne dormira pas non plus, mais il dit qu'il va bien tout en pensant qu'il y a une autre chose qu'il doit faire. Assis, fixant les armes qu'il a, il dit qu'il doit augmenter la puissance de frappe de son équipe jusqu'à ce qu'elle soit comparable aux autres. Soudain, deux personnes parlent et attirent son attention. C'est Li Juyon avec son frère, Li Sebien. Notre garçon se souvient que Jin lui a demandé de surveiller le duo. Heureuse, la jeune fille commande sa lance. Étant capable de voir la fenêtre d'état, Kan en conclut que les lances sont plus avantageuses et, s'approchant, demande si la fille peut fabriquer plus d'armes. Elle confirme et dit qu'elle a une pile de poignards qu'elle a ramassés au 7e étage. Au milieu du travail, le protagoniste finit par s'endormir et retourne dans le passé, revivant le jour où il s'est réveillé au milieu de la nuit et a décidé qu'il ne voulait plus être en vie. Jun apparaît et demande ce qu'il fait. Courant, son garçon s'approche et étreint le petit tout en s'excusant. Il se réveille en criant le nom de son petit frère, qui doit être seul à la maison. Stibion demande si le garçon a fait un cauchemar, puis déclare qu'il a mis tout le monde au travail. Le protagoniste dit que ce n'est pas suffisant. En désaccord, le garçon dit qu'en fait, cela peut être utile, même si c'est un peu brut. En découvrant qu'il a dormi toute une journée, Cheyenne se dit qu'il a vraiment gaffé. Joy lui tend même un café et dit qu'il n'a pas besoin de vouloir tout faire seul, car il est entouré de personnes plus âgées qui feront tout pour rentrer chez elle. K apparaît, surprenant tout le monde. Souriant, l'admin dit que c'était très touchant. Mais comme tout est un peu stagnant, un jeu spécial sera organisé pour accélérer les choses. Ainsi, dans 4 heures, si une équipe échoue, elle recevra une pénalité importante. Nous découvrons que le jeu spécial sera la capture du drapeau, et qu'un drapeau pour chaque équipe est situé sur 3 étages différents. Ainsi, le drapeau de l'équipe bleue est au 3e étage, le drapeau de l'équipe noire est au 6e étage et le drapeau de l'équipe rouge est au 9e étage. Et pour passer à la phase suivante, il suffit de s'emparer de son propre drapeau. Un homme se demande quelle serait la pénalité, et à ce moment-là,
sa tête et 3 autres explosent. L'admin dit que se plaindre est bien 1 ou 2 fois, mais ils doivent arrêter de penser qu'ils peuvent simplement s'asseoir et attendre la fin du jeu du roi. Comme personne d'autre ne prend la parole, elle dit que maintenant, pendant les 4 heures, tout le monde doit apprendre ce que signifie la survie. Au milieu de la panique, Cheyenne dit qu'ils vont récupérer le drapeau tout comme ils ont tué les monstres. Un homme se plaint, et le jeune homme affirme que dans ce cas, il peut simplement rester immobile et mourir. Puisque personne là-bas ne le sauvera, une autre personne demande ce qui se passe s'il rencontre l'adolescent noir. Mais le protagoniste affirme que le plan n'est pas de s'emparer du drapeau rouge. Au 7e étage, Gwon et les autres rassemblent autant de saccades qu'ils le peuvent. Soudain, un attire l'attention du jeune homme, et quand il va vérifier, il découvre que l'équipe bleue est là. Les hommes en costume décident de descendre après n'avoir rien trouvé tout en se vantant d'être plus nombreux. Jang demande à ses alliés de descendre les escaliers de secours en transportant toute la viande. Nous sommes emmenés au 3e étage où l'équipe bleue se prépare à s'emparer de son propre drapeau. Le problème est qu'il y a un monstre qui garde l'objet. Se sentant important en tant que directeur, Dong ordonne à 2 jeunes hommes de s'emparer de l'objet. Au sol, l'un des garçons craint que ce ne soit sa fin, et malheureusement pour lui, sa crainte n'est pas sans fondement car la créature le dévore rapidement. Les hommes en costume ne font rien, se contentant de regarder, jusqu'à ce que soudain de la fumée blanche apparaisse. Le chef de groupe réalise rapidement que cela est causé par un extincteur. Cependant, quelque chose attaque le bras d'un gars. Alors, tout le monde se fait toucher et panique. Le manager se demande qui fait ça et ordonne immédiatement à ses hommes de s'occuper des archers. Étant donné qu'ils sont plus nombreux, plusieurs lance-vols vers l'équipe. Pendant que l'équipe d'extinction de l'équipe rouge continue de répandre de la fumée, le chef se demande si ces gens se cachaient là depuis le début pour le tuer. Il crie et dit aux autres de s'éloigner d'où viennent les projectiles. Au centre de tout ça, Kang dit qu'il est temps d'aller de l'autre côté. On revient 30 minutes en arrière, quand il a partagé son plan pour attaquer l'équipe bleue. Étant donné que leurs drapeaux sont proches l'un de l'autre et que la confrontation est inévitable, notre garçon dit que c'est la seule chance de briser l'écart de puissance entre les équipes. Ainsi, un groupe de 3 personnes sera responsable de pulvériser de la fumée et d'obstruer la vision de l'ennemi afin que l'équipe de combat puisse attaquer avec des lances et des arbalètes. Une fois l'explication terminée, il déclare que personne ne devrait hésiter s'il veut s'en sortir vivant. De retour au moment présent, le protagoniste demande à ses alliés de commencer à descendre. Sipi dit qu'il devrait aussi s'en aller, mais notre garçon dit qu'il est temps d'utiliser leurs mains. L'assistant manager se demande pourquoi ses collègues sont si inutiles jusqu'à ce que soudain, le drapeau bleu apparaisse devant lui, et juste au moment où il s'apprête à l'attraper, il est attaqué par Xion, qui le reconnaît immédiatement et se met encore plus en colère. Au 9e étage, Gwon dit que, comme prévu, il y a des gens qui lorgnent le drapeau rouge. On voit Kim Jong-pal de l'unité d'élite de l'équipe bleue se préparer à frapper le monstre qui tient l'objet. Attaque. Il dit que l'impact est assez satisfaisant. Le soldat à la hache conclut qu'il est impossible de dépasser ses ennemis, et qu'il vaut mieux retourner informer Shine de la situation. Dong arrive au 3e étage et trouve ses hommes massacrés. On découvre que l'équipe bleue est passée de 89 membres à 53. Perplexe, il se demande pourquoi personne n'est de l'équipe rouge et se met en colère, du fait que ses alliés n'ont pas pu faire la différence entre amis et ennemis. Rapidement, l'homme en conclut que l'équipe ennemie n'a jamais voulu s'emparer du drapeau bleu, et après avoir dit à l'un de ses hommes de se taire et de prendre l'objet, il promet qu'il fera regretter à tout le monde quand il atteindra le 94. Kim Jong est heureux de voir que son équipe a récupéré son drapeau, mais, malheureusement pour lui, Jin apparaît plus loin. L'homme fort demande si c'est la femme à l'épée de l'équipe rouge, puis ordonne à ses alliés de prendre l'épée et d'attacher la jeune femme. Sans rien dire, la jeune fille jette de l'huile et un briquet vers les ennemis. Déclenchant un incendie, elle commence ensuite à attaquer avec son arme. Même ainsi, les hommes décident de charger à nouveau. Et, logiquement, ils finissent plus mal. Réalisant qu'ils n'ont pas affaire à une femme ordinaire, celui qui reste dit que la seule solution est de lancer une attaque conjointe. Voyant que le plan a mal tourné, l'homme fort se demande comment cela est possible. Même avec l'ennemi possédant un corps si fragile, jusqu'à ce que ce soit son tour de danser avec l'épée. Au 8e étage, un gars a demandé au manager si ceux qui gardent le drapeau rouge sont dignes de confiance. Il dit oui. Cependant, un message apparaît avertissant que l'équipe rouge a récupéré son drapeau. Les arroseurs sont activés, mais cela ne semble pas suffisant contre la mer de feu. Nous avons découvert que toutes les équipes ont récupéré leur drapeau. Cela ne plaît pas du tout au chef de l'équipe bleue. Criant, il ordonne à ses alliés d'arrêter de parler et après avoir obtenu ce qu'il veut, il informe que le prochain arrêt est au 1er étage. Ailleurs, l'équipe de Xion célèbre la victoire, sauf le protagoniste qui ne sait pas comment cela s'est produit. Dans ses pensées, il se demande si c'est Jin qui a pris l'objet, mais il se souvient que le jeu du roi est de retour maintenant. En ouvrant la carte, le jeune homme voit des membres de l'équipe bleue s'approcher et criant, demande à ses alliés de courir et de prendre les armes. Kao regarde tout le chaos et, souriant, déclare que certaines personnes ont juste besoin d'un petit coup de pouce pour commencer à bouger, et qu'à tout moment, un roi peut tomber. Nous sommes emmenés à la base de l'équipe rouge,
où le chef de l'équipe bleue dit qu'il s'attendait à ce que les ennemis fassent quelque chose. Les autres commentent à quel point l'endroit est terriblement vide. Attaquant l'un de ses alliés, le manager ordonne à tout le monde d'arrêter de se plaindre et de commencer à démolir la base. Fou furieux, un jeune homme se demande comment l'homme peut continuer à donner des ordres après avoir éliminé un ami. S'approchant, le gars avec des lunettes demande s'il veut mourir à la place des membres de l'équipe rouge et s'il n'a toujours pas réalisé que les ennemis ont laissé le drapeau bleu tranquille parce qu'ils savaient qu'ils étaient en infériorité numérique. Par conséquent, il ne devrait plus perdre de temps, mais plutôt démolir toute la base et éliminer le roi ensuite. Même en étant d'accord, le jeune homme déclare que quand il sortira de là, il tuera Dong. Alors, tout le monde commence à essayer de casser des choses, mais il réalise que tout est si bien lié qu'il ne sera pas facile de détruire. Sorti de nulle part, un gars apparaît et attaque la main d'un membre de l'équipe bleue avec une lance. On voit que l'équipe rouge attendait juste le bon moment pour attaquer. De l'autre côté, ils ont tout essayé pour maintenir la barricade debout. Le manager ordonne à ses alliés qui sont immobiles d'avancer et d'attaquer, même s'ils sont touchés par des lances. Notre garçon apparaît et abat un ennemi qui grimpait, puis tire une flèche sans hésitation. Criant, il demande à son équipe de préparer leurs armes, mais finit par se faire attraper par un adversaire. L'homme le jette violemment au sol et se prépare à porter un coup fatal. Lorsqu'on l'interroge, Xion dit qu'il n'est pas le roi, mais l'ennemi prétend qu'il s'en fiche. Un gars de l'équipe rouge remarque la situation mais finit par être tué, pensant que le protagoniste conclut que si la barricade tombe, son équipe n'aura plus d'option. Criant, les ennemis annoncent que la barricade a été percée, déclenchant un massacre. Une fille trouve son amie morte et panique, ce qui attire l'attention des hommes de l'équipe bleue. Heureusement, Guan apparaît et empêche le pire de se produire. Les frères Li se donnent à fond pour rester en vie. Au milieu de tout le chaos, le chef se demande où est Kang. Étant donné que son instinct lui dit que s'il le bête, l'équipe rouge sera finie. Criant, il demande où est le gars avec l'arme. Tout le monde reste silencieux jusqu'à ce que le protagoniste apparaisse, abattant le gars qui l'a renversé. Pointant son arme, il dit qu'il est juste là. Tout le monde est surpris par le bruit du coup de feu, y compris le manager, qui ordonne à ses alliés d'attraper immédiatement le garçon et de profiter du fait qu'il est le roi et qu'il est blessé. Notre garçon dit qu'il n'est pas le roi et les supplie de croire sa parole. Mais le gars avec des lunettes ne le croit pas et dit à ses amis que tout le monde est autour du jeune homme pour le protéger. Avec les ennemis qui approchent, le protagoniste conclut qu'il ne sera pas possible de les arrêter même avec l'arme, et déclare qu'il doit trouver un moyen de tuer Dom une fois pour toutes. Il commence à tirer, mais à cause de la distance et des autres adversaires, il rate la cible. Un gars apparaît prêt à l'attraper. Cheyenne l'arrête avec une balle mais est touché à la jambe par un couteau. Même ainsi, il revient à son plan de frapper le chef. Cependant, il finit par être touché par un gars qui saute et le jette au sol. Les coups cessent lorsque l'ex-soldat apparaît et empêche le pire de se produire tout en se demandant pourquoi des innocents doivent s'entretuer. Heureux, les hommes de l'équipe bleue annoncent que le roi de l'équipe rouge est tombé. On voit notre garçon ramper à la recherche de l'arme, mais quelqu'un prend l'objet en premier. C'est Jiayon qui tend l'arme au jeune homme et dit qu'il doit se battre jusqu'à la fin. Se souvenant que la jeune femme est une ancienne soldate, il se lève et demande une faveur, affirmant ensuite que si elle trouve le manager, la situation pourrait tourner. Avec le revolver à la main, la fille dit qu'elle va essayer. Soudain, quelqu'un tire Kang en arrière, et cette fois c'est un ennemi qui crie à l'homme d'ordonner à Li de ne pas tirer. Le protagoniste réussit à lui donner un coup de tête, et ils tombent tous les deux au sol. Regardant son allié, il lui demande de se concentrer sur le chef. Elle se tourne et dit qu'elle va l'aider. Les larmes aux yeux, le gars de l'équipe bleue dit que si le jeune homme meurt, il peut survivre. Criant, notre garçon dit que tout le monde est dans le même bateau, y compris lui. Ainsi, le jeune homme saisit le couteau qui était logé dans sa jambe et essaie de frapper son adversaire. Le soldat à la hache tire finalement, mais ne touche pas le gars avec des lunettes. Dong réalise qu'il est la cible et panique, mais la fille tire à nouveau. Tout le monde s'arrête pour regarder, et nous voyons que le chef de l'équipe bleue a finalement été touché. Après qu'il soit tombé au sol, les autres hommes se demandent ce qui s'est passé. Join tourne son attention vers Kang, mais le manager montre qu'il est toujours vivant. Regardant devant lui, il pense que de toute façon, il a déjà gagné la partie. Puis il ordonne à ses alliés de finir le garçon blond et dit que s'il peut sortir de là, il prendra autant de balles que nécessaire. Sa fête se termine lorsque Jin arrive et demande où est le vrai roi de l'équipe bleue. Quelque temps plus tard, Kang se demande où on l'emmène. Nous découvrons avec lui que tout le monde est au 11e étage où se trouvait l'ancienne base de l'équipe bleue. Regardant sur le côté et voyant les frères Li, il demande ce qui s'est passé. Sans répondre, la jeune femme se demande si le garçon n'a pas faim puisqu'il est inconscient depuis près de 10 heures. Puis elle dit que G8 est apparu et a détruit le premier étage, révélant à tout le monde que le manager n'était pas le roi de l'équipe bleue. Ainsi, quand rien ne s'est passé même après la mort de Dong, la fille s'est débarrassée du reste de l'équipe. Et ils ont commencé à monter au 11e étage jusqu'à ce qu'un message apparaisse annonçant que le roi de l'équipe bleue était mort. Après cela, une pièce fermée à clé a été trouvée à cet étage, et à l'intérieur se trouvait le corps du vrai roi,
qui était un homme âgé et y avait été jeté pour mourir de faim. Pensant, notre garçon se souvient qu'en effet si le manager était le roi, il saurait où lui et son groupe seraient, affirmant ensuite qu'il ne reste plus qu'une seule équipe, dont elle ne sait rien, il se pourrait même que les ennemis s'y cachent parmi ses alliés. Quand on lui pose des questions sur la jeune femme à l'épée et l'ancien soldat, Lee dit que les deux sont sortis en reconnaissance. Nous sommes emmenés au premier étage où Gwon demande si Jin n'a aucun respect pour les morts. Les hommes de main de l'administrateur apparaissent et commencent à mettre le feu au cadavre. Après avoir réfléchi un instant, le garçon demande si la jeune femme ne pense pas que ces personnes méritent un meilleur traitement. Mais elle dit qu'il parle trop pour quelqu'un qui a les mains sales de jus de fraise. Le jeune homme se demande s'il continue le jeu, il deviendra quelqu'un comme elle. Dans le cinéma, Shion pense que si quelqu'un est de l'équipe noire dans le pire des cas, ils devront exécuter un par un, et comme il n'y a plus de temps à perdre, il déclare qu'il est temps de mener un test. Il se souvient quand les drapeaux ont été pris et que les seuls qui n'étaient pas au premier étage étaient Zhao et Jian. Soudain, Sibian dit que lorsque le jeune homme s'est évanoui, l'ancien soldat n'arrêtait pas de demander le revolver. Notre garçon demande si le gars a dit ça à Amok. Sans confirmer ni nier, le jeune homme déclare que c'est tout ce qu'il a à dire. Ailleurs, le gars aux cheveux noirs est soulagé d'avoir encore de la nourriture, et regardant l'étoile de l'épée, se prépare à révéler quelque chose, tandis que les frères Lee se disputent sur le fait que Kang se méfie de tout le monde. Jin entend quelque chose, mais dit à l'ancien soldat qu'il vaut mieux pour eux d'entrer. À l'intérieur, le protagoniste remarque la présence du duo. Puis il décide de parler à la jeune femme dehors. Elle dit qu'il y a de fortes chances que Jiayang soit le roi de l'équipe noire car en plus d'avoir demandé l'arme, il a eu beaucoup de temps pour se promener. Notre garçon dit que cette dernière partie s'applique également à elle, qui s'est présentée à la dernière minute au premier étage. L'ancien soldat interrompt la conversation et, déclarant qu'il cherchait Shion, demande s'il accepte une cigarette. Tout le monde entre dans le cinéma, et Jin montre de l'inquiétude à l'idée de laisser le garçon seul avec Gwon. Kang refuse la cigarette pour la deuxième fois. En allumant une, le jeune homme dit qu'il a seulement recommencé à fumer pour garder le contrôle. Par hasard, il a trouvé un paquet dans le manteau d'un enfant mourant. Le problème est que tout lui semblait naturel. Saisissant l'arme, le protagoniste demande quel est le but du jeune homme. Jetant la cigarette, il dit qu'il n'en peut plus, alors il révélera tout de suite qu'il est le roi de l'équipe noire. Même avec sa main tenue, notre garçon réussit à tirer. Cependant, il finit par être pris en otage, et tout le monde se met en état d'alerte. Criant, Gyeong ordonne à personne d'avancer s'ils veulent que le garçon reste en vie. Il révèle alors qu'il devait survivre pendant 6 jours, et dans 10 minutes, il sera le gagnant. Shion demande pourquoi il fait ça alors qu'il aurait pu rester immobile et sortir vivant. Le jeune homme est d'accord et dit que lorsqu'il était soldat, il a vécu des situations encore plus extrêmes mais n'a jamais abandonné parce qu'il considérait ses missions comme nobles. Mais alors le jeu du roi a commencé, et Cass a dit qu'avoir une troisième équipe était naturel pour augmenter les enjeux avant de disparaître. Commençant sa santé personnelle, nous découvrons qu'il prévoyait de mourir au bon moment. Mais ensuite, lorsque le drapeau bleu a été récupéré, tout a changé, et comme dans une transe, le jeune homme a récupéré son drapeau. Pour la première fois, il a réalisé qu'il voulait vivre. Cependant, survivre à la place de Kang le hantait, et même s'il essayait de sauver autant de personnes que possible, notre garçon semblait être né pour ce jeu. Ainsi, l'ancien soldat a conclu qu'il n'avait plus personne sur qui il pouvait compter. Entendant toute cette agitation, Jedui commence lentement à saisir son épée. Cependant, le roi de l'équipe noire fait ses adieux à tout le monde et dit qu'il quittera l'enfer avant de se tirer une balle. Avec son visage maculé de jus de fraise, le protagoniste déclare qu'au final, Gwon était le vrai gagnant. Interrompant le moment de choc, Kao apparaît et dit que pendant un moment, elle a pensé que l'équipe rouge allait perdre. Puis elle félicite tout le monde pour avoir réussi le premier tour et organisé un festin. Elle déclare qu'ils peuvent se sentir libres de manger. Rapidement, les gens commencent à se livrer. Sans rien toucher, Kang dit qu'il aimerait partir. L'administrateur demande pourquoi il y a cette précipitation et dit qu'il y a encore du temps pour une réunion, car ils doivent se préparer avant de voir ce qui est arrivé au monde extérieur. Elle révèle que le deuxième tour apportera des ennemis incroyables, et tout ce que le groupe doit faire pour gagner est de suivre les règles. Un éclair apparaît, aveuglant presque tout le monde. Nous voyons que des protubérances commencent à apparaître sur la peau de ceux qui mangent jusqu'à ce qu'ils explosent soudainement pour avoir essayé de sortir de la nourriture. Sagan ouvre à nouveau les yeux et réalise qu'il n'est plus dans le bâtiment. Nous découvrons que sur un total de 8 milliards de personnes, environ 2 milliards ont survécu au premier défi, et maintenant le deuxième tour aura pour thème l'hiver, quelque chose que Sika avait mentionné, personne n'aurait remarqué. Disant que la situation change lorsque le confort humain est supprimé, l'administrateur prédit qu'ils devront coexister avec diverses créatures, et survivre dans cette ville gelée est le but. Elle révèle ensuite que les artefacts seront activés, mais seuls ceux qui sont choisis recevront des cadeaux, qui vont de la classe à F. Ainsi, les joueurs sélectionnés recevront leurs objets la semaine suivante, sauf Shion, qui devra attendre un peu plus longtemps pour activer son artefact.
L'alerte disparaît et une explosion causée par une créature qui ressemble à une baleine se produit. Après un certain temps de marche, on voit Juyon dire au revoir au protagoniste et à Jin. Comme sa maison et son frère sont à Séoul, tout le monde part dans des directions différentes, mettant fin à la phase adolescente. L'étoile de l'épée fait remarquer qu'il n'est pas sûr de marcher dans les rues. Donc, après avoir trouvé Juno, il devrait chercher un endroit où rester. Il est révélé que dans ce round, il existe des guildes qui contrôlent généralement les rues. Par conséquent, les éviter augmente les chances de survie. Soudain, une chose verte essaie d'attaquer Kang, mais elle est arrêtée par la jeune femme. Expliquant, elle dit que ce sont les Népans des neiges, qui attaquent lorsque la cible s'approche, et ils ont tendance à réagir aux objets brillants comme les fermetures éclairs, ce qui signifie que le jeune homme doit essayer de rester vigilant même s'il est très inquiet. Notre garçon ne peut penser qu'à son frère et dit qu'ils doivent se dépêcher. Un peu plus loin, le duo rencontre Tintom, qui normalement n'attaque pas les humains en premier. Après une confrontation, ils arrivent enfin. Xion décide d'entrer seul, et au milieu du chaos qu'est le bâtiment, il pense qu'il ne peut pas imaginer comment. Le petit n'est qu'un enfant qui transpire froid. Il insère la clé dans la porte. Mais à sa grande surprise, elle était déjà ouverte. À l'intérieur, il trouve deux personnes qui semblent le connaître. Il s'agit de sa tante et de son cousin, Young. Furieux, notre garçon claque la porte, et il se demande où est Juno. Lorsqu'elle est attrapée, la femme dit qu'elle va lui préparer quelque chose à manger, révélant ensuite que le petit était avec eux jusqu'à ce qu'il parte, disant qu'il allait chercher son frère aîné il y a 3 jours. Criant, le protagoniste demande pourquoi elle ne l'a pas arrêté, et sa tante dit qu'elle a essayé. Le cousin du garçon se joint à la conversation et dit que comme il n'y a pas assez de nourriture pour tout le monde, les enfants sont inutiles. Nous découvrons qu'après le décès des parents du garçon, la femme les a accueillis juste pour voler l'argent de l'assurance. Se souvenant de cela, Kang dit que le moins qu'elle aurait pu faire était d'empêcher un enfant de quitter l'appartement. Puis il se souvient de Gwon, qui a appelé l'enfer un mensonge, et en conclut qu'il n'est qu'un mensonge parce qu'il a grandi en enfer. Donc, si être impitoyable est ce qui doit être fait, il suivra volontiers cette voie, même si cela signifie devenir le diable. Jin attend patiemment dehors tout en vérifiant combien de cigarettes il lui reste. Notre garçon s'approche et s'assoit à côté d'elle. Tremblant, il dit que si le but de la jeune femme est de mettre fin à la ligue ou à sa vie, il fera tout ce qu'elle ordonnera. Mais en retour, il a besoin qu'elle l'aide à retrouver son petit frère. L'étoile de l'épée promet qu'elle l'aidera. Après cela, il traverse la ville, et après un certain temps, la jeune femme commente qu'il y a des barrières entourant les joueurs, ce qui signifie que Juno n'est pas allé loin. Le protagoniste se souvient des guildes et dit que si son frère est vivant, il a dû essayer d'atteindre un endroit sûr. Il devrait donc commencer par vérifier les postes de police et les services de district. Le duo se dirige vers le poste de police de Manhattan, dans l'espoir de trouver des indices sur le petit. Soudain, plusieurs meupants émergent de la neige, mais ils sont rapidement éliminés par Jin. Xion remarque que les rues près du poste de police ont été dégagées, ce qui indique qu'il y a des gens là-bas. Le jeune Won affirme qu'ils ne doivent pas baisser leur garde car ils ne savent pas quel genre de guilde a pris le contrôle de cette zone. Un peu plus loin, plusieurs personnes apparaissent, donc Xian Zhangli, chirurgien du poste de police de Manak. Le jeune homme et la jeune fille sont emmenés au bâtiment de la police et ont réussi à entrer même en portant des armes, grâce au chirurgien, qui révèle qu'il a quelque chose en tête. À l'intérieur, il dit que 3 étages sont désignés pour les blessés, mais ils ont déjà atteint leur capacité maximale, et ils ont peu de sources d'eau et de nourriture. Le problème est que des dizaines de personnes arrivent chaque jour. Ainsi, ils envoient des équipes de patrouille pour rassembler des fournitures, mais les pertes causées par les monstres ont augmenté. Ensuite, l'homme montre où le duo séjournera et leurs remèdes et laissez-passer qui peuvent être utilisés pour utiliser la salle de bain et recevoir de la nourriture, qui ne doit être utilisée qu'une seule fois par jour, car le système de plomberie de la salle de bain ne fonctionne plus et il n'y a pas assez d'eau. Notre garçon dit que ça va, et l'officier part en souhaitant bonne chance aux deux. Il commence la recherche de Juno, et au milieu de ce processus, il réalise à quel point l'ordre n'existe pas dans cet endroit. Puisque là où la police n'était pas présente, la violence était endémique. Après quelques heures sans succès, Kang essaie de rester optimiste. Des policiers passent, commentant à quel point ils sont épuisés par tout cela. Jin apparaît avec de la nourriture et dit qu'elle n'a vu aucun signe du petit, puis demande s'ils partiront le lendemain. Niais, le protagoniste dit qu'il veut rester un peu plus longtemps et remplir la mission qui est apparue plus tôt, car si le poste de police devient un endroit plus habitable, il gagnera des points de succès. La jeune femme dit que ces points sont accordés au monarque et que ces missions n'apparaissent généralement qu'aux étapes finales de la ligue. Même le trouvant étrange, notre garçon dit que tôt ou tard, il aura besoin des points de toute façon. Il fera donc tout ce qu'il faut même s'il n'est pas encore un monarque. Ensuite, il déclare qu'il est préférable de rester là et d'utiliser les informations disponibles plutôt que de sortir et de risquer de perdre Juno pour de bon. De plus, ce ne sera qu'une question de temps avant qu'il ne rencontre le monarque de l'endroit. Le deuxième jour, Shonjo remarque que la neige est plus épaisse et dit qu'ils doivent trouver un moyen d'obtenir plus de nourriture bientôt.
Un policier dit que l'équipe d'éclaireurs s'est rassemblée à l'extérieur, mais les chiffres restent bas. Soudain, le protagoniste et la fille de l'épée apparaissent et demandent s'ils peuvent être volontaires. Nous sommes ramenés à la nuit précédente lorsque Siam s'entraîne à l'extérieur avec son allié. Après l'avoir vaincu une fois de plus, la jeune femme dit qu'elle avait prévu de l'entraîner avant que l'artefact ne se manifeste. Mais il ne comprend pas pourquoi il voulait apprendre à se battre au milieu de la nuit, expliquant que le jeune homme dit que c'est parce que le lendemain, ils deviendront volontaires pour aider à apporter plus de nourriture et prouver leur valeur afin qu'ils puissent être dignes de parler au monarque. Mais pour cela, il doit être capable de sauver sa propre peau. Excitée, la jeune fille dit qu'elle aime l'esprit du jeune homme, et il retourne donc à l'entraînement. De retour dans le moment présent, nous voyons l'un des volontaires demander si la neige s'arrêtera un jour. Pris par surprise, des serpents émergent de la neige, mais Jin rend rapidement l'environnement sûr à nouveau. Notre garçon s'approche et demande à l'homme de retirer les fermetures éclairs de ses vêtements pour attirer moins l'attention. Pensant que le chirurgien dit que, grâce au duo, il sera possible de s'aventurer un peu plus loin de la station à la recherche de nourriture. Ensuite, il annonce que ce jour-là, tout le monde se rendra à la première rue d'Agnan, qui se trouve dans une zone bondée de nourriture et de vêtements. Le problème est que plusieurs guildes se sont battus pour le contrôle de l'endroit. Cela a attiré les monstres, faisant de la rue un endroit impénétrable. Rapidement, le groupe réussit à entrer et commence à nettoyer tout ce qu'il voit devant lui, y compris les kits de repas périmés, en souriant. Lydie a Kang qu'il avait de l'espoir pour lui et son ami, mais il semble que les deux aient fait de la magie. Notre garçon dit qu'il est heureux d'aider et peut difficilement imaginer ce que la police a vécu ces derniers temps. En raison de cette recherche, il y a eu une amélioration de l'approvisionnement alimentaire, et même si elle était petite, elle a suffi à remonter le moral de tous ceux qui en avaient besoin au point que plus de gens veulent devenir volontaires. De plus, depuis que le duo a rejoint le groupe, il n'y a plus eu de victimes. Lors d'une autre recherche, le chirurgien suggère qu'il s'arrête à un endroit de plus pour profiter de la quantité de main-d'œuvre. Tout le monde se dirige vers le restaurant de Côte Levée, qui, bien que pas trop en désordre, a quelques corps éparpillés sur le sol. Un gars crie qu'il a trouvé de la viande. En regardant les cadavres, notre garçon en conclut que l'auteur n'était pas humain, mais plutôt une créature avec beaucoup de dents. Jin révèle qu'il a déjà vu ça alors que les autres volontaires célèbrent la quantité de viande fraîche qu'ils ont trouvée. Soudain, un monstre qui semble émerger du mur apparaît. Les gens commencent à crier et à courir, mais la fille à l'épée ordonne à tout le monde de rester immobile. La créature redevient invisible et disparaît, et la jeune femme affirme que quiconque veut rester en vie doit rester immobile, car le sol de l'endroit pourrait très bien être la langue du monstre. Une femme demande ce que cela signifie. Expliquant, Jiahui dit que c'est une tortue crocodile qui se cache la gueule ouverte, attendant que quelqu'un marche sur sa langue. La capacité de camouflage des Dudui rend difficile de savoir où ils sont, quelle que soit la taille de l'objet, y compris les murs et le plafond. De plus, la créature a beaucoup de patience et peut rester au même endroit pendant des siècles jusqu'à ce qu'elle attrape une proie, ce qui signifie qu'ils sont au milieu d'un champ de mines. Qianjin dit que dans ce cas, il servira d'appât puisqu'il est celui qui les a conduits à cet endroit. Kang dit qu'il est contre et leur rappelle les cadavres qui étaient éparpillés, ce qui montre qu'il n'y a pas qu'un seul ennemi à l'intérieur. Il commence à se remplir avec sa veste et déclare que personne là-bas n'a besoin de servir d'appât. Ils ont juste besoin de faire une corde en tissu avec quelque chose de solide attaché à l'extrémité imitant une canne à pêche, afin qu'ils puissent atteindre la sortie. On découvre que la mission a pris plus de temps que prévu, et qu'il a fallu une heure juste pour rassembler tout le monde au même endroit. Après 3 heures, le groupe n'a réussi à faire que 10 pas, et la fatigue a commencé à s'installer, ainsi que le froid à cause d'une fenêtre cassée. Soudain, un volontaire tombe au sol et est attrapé par une des tortues, pensant que le protagoniste dit qu'il leur reste encore environ 6 mètres à parcourir, ce qui signifie qu'ils devront continuer pendant quelques heures de plus. Le problème est que le froid va augmenter, et il n'y a rien là-bas qui puisse être utilisé comme appât. Jin s'approche et demande à essayer même sans les capacités de l'artefact. Voyant une jeune femme dégainer son épée, notre garçon dit qu'en fait, il avait une idée. Il prend toutes les fermetures éclairs qu'il avait gardées et demande si la népentesse des neiges peut atteindre le 4e étage. La fille dit oui. Excité, le jeune homme dit que quand elle casse la fenêtre, il a besoin qu'elle jette les objets. Ensuite, Shigan demande à tout le monde de rester à leur position, et utilisant son fil de tissu, il brise la vitre tout en priant pour que son idée fonctionne. Les créatures vertes apparaissent rapidement et révèlent une tortue près de la fenêtre. Suivi par quelques autres avec un passage clair, le protagoniste ordonne à tout le monde de sauter. Puisque même étant au 4e étage, la neige devrait amortir la chute. Jin réalise que le jeune homme va être attrapé par les créatures vertes et le sauve rapidement. En plus de tomber avec lui sur ses genoux, le chirurgien dit que tout le monde s'en est sorti vivant grâce au jeune homme. En regardant les népans, le protagoniste dit qu'il vaut mieux qu'il retourne en arrière pendant qu'ils sont distraits. Du haut d'un bâtiment, 2 personnes observent le groupe. L'un d'eux demande si la reine ne serait pas intéressée par le garçon blond qui a sauté en premier. Ensuite, le duo dit au chef qu'ils ont trouvé un type correct qui marchait avec la police de Manak.
Soon-Lee, la chef du premier groupe de recherche de la guilde Domga, fera son rapport à la reine. La guilde retourne à la base, qui est située dans l'hôtel de ville d'Agnan, et nous voyons qu'ils font généralement des prisonniers. À l'intérieur, une blessure est anxieuse de voir combien de prisonnières son équipe a ramené, affirmant ensuite qu'elle a besoin d'un homme assez bon pour son charmant petit oiseau, faisant référence à une jeune fille piégée dans une boîte de verre. On découvre que la femme aux cheveux courts s'appelle Jizo Park, et elle est la monarque de la guilde. Le chef du groupe de recherche entre dans la pièce et dit qu'il surveille de près des policiers de Manak qui fouinent dans la première rue d'Agnan, mais avant qu'ils ne puissent les attaquer. Il a remarqué que les responsables étaient un garçon et une fille qui avaient des compétences supérieures à la moyenne. En entendant que le jeune homme était beau, la monarque sourit et dit que dans ce cas, ils doivent montrer comment les choses fonctionnent là-bas. Par conséquent, le garçon doit tuer tous les policiers capturés et renvoyer leur corps au commissariat. Les prisonniers dans la pièce paniquent, et l'un d'eux commence à pleurer tout en suppliant pour sa vie. Jizo dit que ce n'est rien de personnel, mais qu'il mourrait de toute façon parce qu'il l'a appelé par son nom. L'officier de police implore le pardon de la reine, mais est rapidement expédié. Tenant le visage de lycébien, la femme dit qu'un monde où seule la puissance suffit à mettre quiconque à genoux est un monde très beau. Le jeune homme demande ce qu'elle a fait de sa sœur, et la monarque dit simplement que la jeune fille a dû être mise au travail quelque part. Cependant, s'il est obéissant, il pourra la voir. Jizo monte sur le lit et appelle ses biens. Sachant que la pénalité pour désobéissance est la mort, le jeune homme se lève. Avec ses bras autour de son corps, la femme dit à Soon de renvoyer les têtes de la police de Manhattan. Nous sommes ramenés au commissariat, où deux policiers sont heureux de voir l'équipe de reconnaissance revenir sans blessure. Un homme s'approche et demande aux chirurgiens ce qu'ils ont ramené. Se souvenant de tout ce que Chion a fait pour les maintenir en vie, Cheong-jun se demande s'il aimerait rencontrer le chef de la police. Quelque temps plus tard, nous les voyons monter un escalier, pensant que le protagoniste dit qu'il ne pensait pas qu'il rencontrerait le chef de la police si rapidement. Rapidement, le duo arrive au bureau. À l'intérieur, un homme commente que bien qu'il existe d'autres guildes inconnues à Agnan, s'ils contactent le quartier général, les groupes ne seront pas un danger. Voici Jeon-woo Park, le chef du commissariat. Inogil, un membre du congrès d'Agnan, demande s'il assumera la responsabilité si les choses tournent mal. Puis déclarant que peu importe que les survivants se plaignent. Restreindre les activités est la meilleure politique. Le monarque de la première guilde Man a dit que s'il utilise son édit, le chef de la caserne pourrait le découvrir. Interrompant la conversation, le sergent frappe à la porte et entre dans la pièce. Le membre du congrès dit au chef que mettre les citoyens au travail est hors de question. Après d'autres discussions, Lee parvient finalement à présenter le protagoniste et déclare qu'il fait partie de l'équipe de reconnaissance et qu'il a été d'une grande aide. Pensant, Cheyenne en conclut que les hauts gradés ont besoin de quelqu'un pour assumer la responsabilité lorsque les choses tournent mal et propose d'être un administrateur civil. Le membre du congrès demande quel âge a le jeune homme. Notre garçon dit qu'il a 20 ans et qu'il a abandonné le lycée pour travailler dans la construction. Ino dit que pour être un administrateur, il a besoin de nombreuses compétences, telles que la comptabilité et la logistique. Par conséquent, il serait préférable pour le garçon de continuer à faire ce qu'il fait de mieux. Le chirurgien essaie d'inverser la situation, mais on lui dit de se taire. Quand on lui demande ce qu'il ferait s'il était mis au pouvoir, le protagoniste réfléchit un instant, et sans répondre, demande quelle est la raison de négliger les civils tout en utilisant que la force policière. Jean-Woo dit que cela est fait pour garder la situation sous contrôle, tandis que le vieil homme dit que le jeune homme ne pourra pas comprendre. Même après avoir entendu une explication, Kang en conclut qu'il a raison et que ces hommes croient toujours que le monde reviendra à la normale. Et quand cela se produira, ils ne veulent être blâmés pour rien. Ainsi, il dit qu'attendre une réponse officielle du gouvernement est la chose la plus raisonnable à faire. Cependant, il ne reste plus beaucoup de temps, et bientôt la nourriture sera épuisée dans toutes les villes, ce qui signifie qu'il importe peu qu'ils préservent leur propre image car tôt ou tard, tout le monde mourra de faim. Notre garçon affirme qu'il prouvera sa valeur pour gagner la confiance des deux, et en réponse à la première question, il dit qu'il assumera l'entière responsabilité à la place de la police. Lee dit que le jeune homme n'a pas besoin d'aller aussi loin, mais il semble qu'il soit trop tard. Fred dit aux membres du congrès qu'il fera de son mieux pour sauver tout le monde à condition qu'ils reçoivent l'autorisation. Les deux hommes rient et acceptent l'offre. Tout en commentant à quel point le jeune homme est courageux et qu'il mérite d'être nommé, le monarque s'en occupe rapidement et Kang devient officiellement administrateur. Il pense que s'il peut devenir un monarque, retrouver Juno ne sera qu'une question de temps. Ino dit qu'il ne doute pas que le garçon réussira, il voudrait donc lui demander de trouver un moyen de mettre fin au froid. Notre garçon dit qu'il le fera. Plus tard, Jin dit que maintenant il devrait pouvoir utiliser l'artefact. Le protagoniste l'active et découvre qu'il possède désormais la sphère, qui a la capacité de transport. Plusieurs orbes violets apparaissent, et la jeune femme dit qu'il devrait les considérer comme des boules d'énergie, qui bougent selon ses pensées. Mais pour faire évoluer l'objet, le garçon devra l'entraîner. Nous découvrons qu'un artefact nécessite deux capacités principales, la première étant l'imagination, et la seconde la résistance mentale,
qui définit combien de temps l'utilisateur peut maintenir l'artefact. C'est la raison pour laquelle la fille ne peut pas non plus utiliser sa capacité longtemps. En quelques secondes, Chan apprend à le faire comme dans sa vie passée. Jui dit que dans ce cas, il devrait discuter des choses qu'il a gagnées en tant qu'administrateur, notamment un secrétaire, Sugang Kim, qui entre dans la pièce en apportant la liste des techniciens demandés par le protagoniste. Kang demande au garçon de rassembler tout le monde au premier étage pour commencer à construire une chaudière, qui servira à mettre fin au froid. Au premier étage, le protagoniste passe un appel. En entendant son nom, Jong Kyeol se présente et demande de quoi parle la réunion. Le secrétaire demande à l'homme de s'écarter car l'administrateur expliquera tout plus tard. Pensant, le technicien conclut que le jeune homme doit juste être un autre en quête de pouvoir. Après avoir identifié tous les hommes, notre garçon dit qu'à partir de ce jour, ils commenceront à construire une chaudière. Pour cette raison, il les a également regroupés par spécialité. Jong Kul demande si le garçon pense vraiment qu'il y a assez de gaz ou d'électricité pour faire ça et affirme que même s'il y en avait, il n'y a pas beaucoup de radiateurs installés dans le quartier, ce qui rend impossible de chauffer tout l'espace. Kang dit que l'objectif n'est pas de chauffer tout le quartier, juste les étages résidentiels, le tout sans avoir besoin de casser du béton puisque son plan est d'utiliser les tuyaux des bâtiments voisins et d'installer la chaudière hors sol. Le technicien dit que même ainsi, il serait nécessaire de chauffer de l'eau et de la pomper à travers le système, et pour cela, de l'énergie électrique est nécessaire. Le protagoniste affirme qu'il y a assez de gens pour faire fondre la neige et canaliser l'eau à travers les tuyaux, et même si cela nécessite des centaines de personnes, ils doivent faire de leur mieux s'ils ne veulent pas mourir de froid. L'homme conclut que le plan n'est pas totalement impossible car il nécessite juste de bien régler la vapeur. Continuant, Science dit que vous ne pourrez le faire qu'avec l'aide de tous les techniciens. Pour cette raison, vous aimeriez leur demander de l'aider. Le secrétaire dit que le garçon n'a besoin de rien demander, juste de donner des ordres. Nous découvrons que les techniciens avaient eu une idée similaire il y a quelque temps, mais le chef de la police l'a bloqué. À cause de cela, les hommes décident d'aider même si c'est une construction compliquée. Réfléchissant, le protagoniste dit que s'ils peuvent fabriquer un système de chaudière, ils peuvent faire bien plus. Kim dit que ce que le garçon a fait était incroyable. Se retournant, il demande s'il y a des prisonniers dans le quartier. Pour aider à la main-d'œuvre, le secrétaire dit oui, et rapidement le duo arrive au sous-sol où se trouvent les cellules. Les prisonniers commencent à crier, suppliant d'être libérés. Avec une lampe de poche, Xion essaie de trouver quelqu'un d'utile jusqu'à ce que soudain, Meyong Jin Choi, ancien vice-chef de la guilde du Dragon Noir, lui dise de sortir de là s'il n'a pas l'intention de les libérer. Il est révélé que l'homme est emprisonné pour agression avec circonstances aggravantes et qu'il a 8 condamnations antérieures. Le protagoniste s'approche et demande si le criminel a confiance en sa propre force. Riant, l'homme l'attrape à travers les barreaux et demande pourquoi il veut savoir ça. Pensant, notre garçon conclut que l'homme est en effet très fort et déclare à voix haute qu'il le laissera sortir tant qu'il acceptera de coopérer. Nous voyons que son plan est de former un groupe de combattants qui n'ont pas peur d'affronter des monstres et des ennemis. Seyon dit au secrétaire qu'il prendra la responsabilité de superviser les détenus. Choi dit qu'apparemment l'autorité est montée à la tête du garçon et refuse d'aider. Sans se soucier, le protagoniste dit qu'il connaît quelqu'un de plus fort que lui et demande si l'homme n'a aucune raison de rester là puisqu'il aurait pu le tuer mais ne l'a pas fait et semble assez stable mentalement. En partant, le jeune homme dit qu'il a jusqu'au lendemain pour se décider. Kim a demandé pourquoi son patron avait choisi cet homme parmi tant de gens. Notre garçon dit au jeune homme de ne pas s'inquiéter car il a une mesure de sécurité et révèle qu'il a recruté le criminel parce qu'il sent qu'il aura besoin de beaucoup plus de force à partir de ce moment. Le lendemain, Kang demande à ce que le nombre d'éclaireurs soit augmenté. En visitant les étages, il pense au cas de personnes décédées de froid et conclut qu'il n'a pas beaucoup de temps car la température baisse un peu plus chaque jour, ce qui fait baisser le niveau de confort des civils de 1%. Remettant un papier au secrétaire, le jeune homme lui demande de faire une liste de tous ceux qui peuvent travailler, quel que soit leur âge ou leur sexe, et de la remettre le lendemain. Nous retournons au bureau du monarque, où le député s'interroge sur ce que le jeune homme fait là, s'il a déjà tous les pouvoirs, même sur les détenus. Le protagoniste révèle son plan de construire une chaudière et dit qu'il est nécessaire de restreindre l'accès du public à certaines zones pour réduire le risque de dommages pendant la construction. Il aura donc besoin d'aide pour reloger un étage entier. Souriant, Ino déclare que puisque le jeune homme a pris la responsabilité de tout, il a la permission d'utiliser les forces de police pour faire le travail. Avant de quitter la pièce, le protagoniste pense à quel point il est absurde pour les hommes d'être assis là à boire sans rien faire. Le lendemain, Kim montre les données qu'il a obtenues et dit qu'il y a 410 personnes qui peuvent servir sa main-d'œuvre. Le protagoniste se tourne et demande à Jong Kul si ce nombre est suffisant. Souriant, il dit « c'est plus que suffisant ». Le secrétaire se sent soulagé de pouvoir enfin se reposer, mais notre garçon lui dit de créer un tableau avec les 856 civils et de suivre leur statut par date et par catégorie de travail puisque les travailleurs doivent être indemnisés. Sans attendre de réponse du jeune homme, le protagoniste dit qu'il compte sur lui. Dehors,
Shine informe tout le monde du plan de construction de la chaudière et déclare qu'il sera nécessaire de trouver les matériaux nécessaires. Un homme demande pourquoi il devrait l'écouter si la police a dit qu'elle s'occuperait de tout, ce qui déclenche une vague de plaintes. Kang dit que faire cela est nécessaire pour les maintenir en vie, et saisissant la bouteille de soju qu'il a volée au bureau, il dit que le point de congélation de la boisson est de 0 degré, ce qui signifie que la bouteille sera gelée dans seulement 2 semaines. Ce sera alors qu'ils pourront aller dormir et ne plus jamais se réveiller, il a donc besoin de toute la main-d'œuvre disponible. Le protagoniste révèle qu'il veut rester en vie pour son petit frère et déclare qu'il sait que tout le monde ici doit avoir une raison de vivre. Ces mots finissent par convaincre la foule, et les techniciens commencent à rassembler des personnes pour lancer la recherche. Pensant, Jin dit que le garçon commence à ressembler un peu à son ancien lui. Nous découvrons qu'à partir de ce jour, les groupes ont fait le tour de la ville à la recherche de tuyaux, tandis que d'autres équipes dirigées par les techniciens ont commencé à construire la chaudière. Une semaine passe, et Jong Kyol conclut que dans 7 jours, tout sera prêt. Soudain, un message apparaît annonçant que le statut de froid est passé au niveau 2. Apparaît à l'écran et annonce que la température actuelle est de 4 degrés Fahrenheit en dessous de 0 avec un refroidissement éolien de -30, donc tout le monde doit faire attention à ne pas attraper froid et se rappeler que les câlins gardent les gens au chaud. L'un des volontaires dit qu'il vaut mieux pour eux de terminer la journée et de rentrer pour éviter de mourir de froid. Nous voyons qu'un enfant ne peut plus tenir le coup et que d'autres personnes commencent à tomber. Kim dit au protagoniste que jusqu'à ce moment, ils ont eu 37 victimes et 272 civils sont dans un état critique. Pensant, le jeune homme conclut qu'à ce rythme, tout le monde sera mort avant que la chaudière ne soit terminée. Ainsi, il demande à son secrétaire de mettre les personnes âgées et les enfants au travail car ils ont besoin de toute la main-d'œuvre disponible. Cependant, au lieu d'assigner des tâches lourdes, un jeune homme devrait faire bouillir de l'eau et distribuer des bouteilles aux travailleurs pour aider à maintenir leur température corporelle. De plus, il sera nécessaire de construire des grottes dans la neige et d'allumer des feux afin que les travailleurs à l'extérieur puissent se réchauffer toutes les heures. Nous voyons que c'est Jin qui assume cette partie du travail. Xian a demandé au technicien s'il est possible de terminer la construction de la chaudière en 3 jours. Le technicien dit qu'il va voir ce qu'il peut faire et déclare que cela peut être possible si le processus d'assemblage est simplifié. Choi apparaît et se demande pourquoi un garçon est l'administrateur. On découvre qu'il y a quelques jours, notre garçon lui a rendu visite dans sa cellule pour connaître la réponse. Pour sortir de ce box, l'homme a accepté de coopérer à condition de recevoir un paquet de cigarettes par jour. Ainsi, ils ont tous les deux conclu un accord, mais si le détenu dépasse les bornes, il retournera immédiatement en prison. 3 jours plus tard, les ouvriers raccordent les tuyaux au réservoir d'eau. Pensant que le protagoniste dit que tout le monde a fait ce qu'il pouvait, mais si ça ne marche pas, tout sera fini. Le moment est venu d'allumer la chaudière, et il demande à ce que tout le bois de chauffage trouvé soit utilisé. Jong qu'il allume le briquet et commence le processus. Nous découvrons qu'il y a 4 jours, la femme de l'homme est morte gelée, et avant-hier, son petit-fils est également décédé. La veille, son fils et sa femme ont quitté la gare, et il a décidé de rester, pensant qu'il valait mieux mourir là-bas que de les arrêter. Au milieu de ces tristes souvenirs, le technicien commence à sentir la chaleur dans ses mains, et tout le monde commence à célébrer le fait que la construction a réussi. Le député et le monarque sont satisfaits des progrès, pensant que Choi se demande s'il va maintenant devoir travailler pour de vrai. Lorsqu'on lui pose la question, le protagoniste conclut que la seule chose qui reste est de résoudre le problème de la nourriture. Cela signifie qu'une approche différente devra être adoptée. Il annonce que le prochain arrêt est à la gare d'Anyang. Nous sommes emmenés à l'endroit où un monstre colossal laisse des cadavres éparpillés partout. Quelque temps plus tard, Ino commente que le protagoniste est vraiment une bénédiction pour avoir construit la chaudière et mis les civils au travail. Ouvrant une boisson, Park dit qu'il se demandait pourquoi une apocalypse devait arriver pendant son mandat. Mais maintenant, il ne voit aucun problème à cela ni à laisser tout entre les mains du garçon. Nous sommes revenus pour voir notre garçon expliquer pourquoi il veut aller à la gare d'Anyang. Selon lui, comme il devient de plus en plus difficile de trouver de la nourriture près de la gare et que l'envoi de volontaires a ses limites, son plan est d'élever les monstres comme du bétail. Les gens n'aiment pas l'idée, et Kim se prépare à montrer des données. Mais un type affirme qu'il y a un monstre géant à la gare, et qu'il n'est pas sûr d'y aller. Le protagoniste dit qu'en fait, c'est encore mieux car une grande créature nourrirait des centaines de personnes. Lorsqu'on leur demande ce qu'ils feront s'ils rencontrent des ennemis en cours de route, le jeune homme leur demande de lui faire confiance. Dehors, Kyung-jin avertit qu'il faudra un certain temps pour dégager les routes, mais il découvre rapidement que Sion a d'autres plans qui consistent à voyager au-dessus des bâtiments. Une femme demande de l'aide à Choi, mais il dit qu'il n'est le babysitter de personne, tout en pensant qu'il n'est là que parce qu'il voulait partir mais a fini par devenir un mulet. Ne voyant aucun monstre, l'homme se demande si ce serait une bonne idée de prendre les fournitures quand tout le monde dort et de partir, car au milieu d'une apocalypse, il est naturel que des types comme lui prennent les choses en main. Nous découvrons que son objectif est de trouver le chef de son ancien gang et de réunir le groupe. Lorsque les yeux du bandit repèrent le monstre à la gare, il décide de mettre ses plans en attente. Les gens commencent à paniquer,
mais comprennent rapidement qu'ils doivent se taire. Jin dit qu'avec cet horrible oui, le monstre ne peut être qu'un ogre. Kang sourit et dit que la créature est parfaite, mais pas comme de la nourriture, plutôt comme une arme, car ils ont besoin de forces armées pour prévenir d'éventuelles attaques d'autres guildes. Avant que la première série du siège ne se répète, surtout qu'ils ne savent pas combien ou quel type d'utilisateur d'artefacts se trouve là-bas, pensant qu'il conclut qu'il a besoin de savoir tout ce qu'il y a à savoir sur les ogres. Quelques jours plus tard, notre garçon continue son enquête, et il dit que les 4 ogres qu'il a identifiés jusqu'à présent retournent toujours à la gare la nuit, ce qui signifie qu'il doit y avoir quelque chose dans le sous-sol. Il avertit l'étoile de l'épée qu'il va examiner de plus près les créatures. Choi apparaît et crie que ce n'est pas une bonne idée. Refusant d'accompagner la rosée dans l'exploration, il s'excuse en disant qu'il ne veut pas tomber dans un piège mortel. Lorsqu'on lui demande si le jeune homme ne l'a laissé sortir que parce qu'il voulait un mulet, il reçoit la réponse que c'était bien le cas. Le protagoniste mentionne également qu'il sait que l'homme fuira au premier signe de problème. Par conséquent, il ne l'avertira qu'une seule fois que s'il veut rester dans la guilde, il doit suivre ses ordres. Le duo s'éloigne et ignore la demande des bandits d'attendre. En arrivant à l'entrée du trou, Jin demande ce que son allié veut à Mai-Engin. Notre garçon dit qu'il teste le tempérament de l'homme parce qu'il a besoin de quelqu'un qui fera tout ce qu'il demande. Puis il demande si la fille est sûre que les ogres ne se réveillent pas la nuit. Elle répond que oui, et que les créatures ne se réveillent qu'avec la lumière du soleil. Et ainsi, sans plus attendre, les deux entrent dans le repère de l'ennemi. Après un certain temps, Xion entend un bruit et dit qu'il semble venir du sous-sol. Avec la lanterne à la main, il décide de suivre le son. En chemin, le protagoniste remarque comment le plafond est fissuré à cause de l'entrée et de la sortie des monstres, et il se demande pourquoi ils veulent rester dans un endroit aussi exigu. Soudain, il repère quelque chose, et en braquant la lanterne dessus, découvre un tas de corps qui font partie du stock de nourriture de la créature. Se rapprochant un peu, le jeune homme réalise que d'autres squelettes apparaissent. Cela ne peut signifier que les ennemis sont très proches. La jeune fille dit qu'il pourrait attaquer les monstres et que, malgré tout, il ne se réveillerait pas. Faisant confiance à cela, notre garçon commence à grimper sur l'un des corps d'Obra et en arrivant plus haut, dit que, comme prévu, il y en a plus d'un. Jin demande à son allié de faire attention à la région de l'œil de la créature. Regardant l'horloge, le protagoniste conclut qu'il a jusqu'à 3 heures du matin pour comprendre comment apprivoiser les bêtes. Après quelques minutes, nous le voyons tester la résistance de la peau de l'ennemi et découvrir qu'ils ont des capacités de régénération et ne semblent pas ressentir de douleur. Observant le garçon à distance, la jeune fille se souvient que dans sa vie passée, personne n'avait pensé à domestiquer les ogres, et elle se demande si son retour a changé quelque chose dans les événements. Soudain, un bruit fort se produit, et le duo essaie de comprendre ce qui se passe. Tout en faisant attention à savoir si les monstres continuent de dormir, notre garçon dit qu'il commence à penser qu'il ne vaut pas la peine de transformer les créatures en armes. Soudain, une vis se détache du plafond, et quelque chose fait perdre l'équilibre au garçon et le fait tomber. Au sol, il se demande ce qui s'est passé, et quand il regarde devant lui, il voit Jiu couper la main d'un ogre qui était sur le point de le frapper. Au milieu de la bataille, la jeune fille finit par être touchée et son épée se brise. Nous voyons que son bras s'est cassé en plusieurs morceaux puisque son corps est toujours celui d'un humain ordinaire. Quand elle tombe, le protagoniste crie et découvre rapidement que la créature ne s'est pas réveillée. Il a juste changé de position pendant son sommeil. Malgré tout, il conclut que c'était trop rapide pour un simple virage et décide qu'il est temps de partir. Le problème est que son ami est tombé en plein milieu des ennemis. Seiyon commence à se sentir coupable, et avec les mains tremblantes, déclare qu'il va sauver la jeune fille quoi qu'il arrive. Après s'être calmé, il réussit à attraper Jin et commence l'ascension pour remonter à l'extérieur, priant pour accomplir tout cela avant le lever du soleil. Sans autre option, le jeune homme utilise son couteau comme outil d'escalade. Mais quelque temps plus tard, il finit par tomber avec la fille. Le soleil commence à se lever, et Kang se demande si ce serait une bonne idée de se cacher parmi les autres cadavres. Cependant, il est trop tard car un ogre ouvre son œil. Se levant, la créature sourit tandis que le protagoniste s'excuse mentalement auprès de Shuno de ne pas avoir pu le trouver. À la chance de notre garçon, Jaoui se réveille et empêche l'attaque du monstre. Le jeune homme l'appelle et demande comment c'est possible. Puis découvrant que son allié a une compétence appelée ange gardien, qui sert uniquement à le protéger. Pensant qu'il se demande si c'est pourquoi elle peut bouger même inconsciente et ce que cela signifie qu'il en soit le bénéficiaire. Laissant tout de côté, le protagoniste dit qu'il n'a pas d'autre choix que de prendre le risque. Ainsi, il ordonne à la jeune femme de le protéger des ogres. Obéissante, elle le ramasse et commence simplement à voler. Dehors, le protagoniste crie que ça suffit et qu'ils doivent retourner à la station. Un message apparaît notifiant que le corps de l'ange gardien a atteint sa limite et que le mode veille sera activé pour la régénération physique. Sur ce, le type commence à tomber. Quelque temps plus tard, le jeune homme se réveille et se demande où il est, réalisant rapidement que cet endroit est l'infirmerie de la station. Une femme s'approche avec une bouteille d'eau et dit qu'il a été amené avec Jin par Choi, qui a couru à la station dès qu'il a vu un grand éclair de lumière.
Notre garçon découvre qu'il a été inconscient pendant une journée entière, mais qu'au final, lui et la fille vont bien. Il se souvient de la capacité de l'ange gardien et se demande quel genre de monarque il était dans sa vie passée, pour forcer quelqu'un à le protéger même inconscient. En sortant de la pièce, le jeune homme se retrouve face à plusieurs civils heureux de son rétablissement, révélant ensuite qu'ils étaient très inquiets lorsqu'ils l'ont vu dégringoler du ciel. Le protagoniste les remercie maladroitement car il n'est pas habitué à ce genre d'attention. Kim apparaît et s'excusant pour l'interruption, déclare que son patron a besoin de voir quelque chose. Dehors, une créature porte sur ses cornes ce qui reste d'autres policiers qui ont disparu. Curieux, Yao dit que c'est une déclaration de guerre et une attaque contre la justice elle-même. Tout en tremblant, il tient une note envoyée par Jisoo, qui dit que c'est un cadeau pour tout le travail acharné de la police, pensant que la science dit qu'apparemment le groupe a réussi à apprivoiser un monstre, ce qui signifie qu'ils savent ce qu'ils font et qu'ils se préparent à vaincre d'autres guildes. Se retournant, il a demandé au secrétaire de convoquer une réunion avec le chef dès que possible. Criant, le monarque ordonne à ses hommes de créer un groupe de travail pour arrêter la racaille de Donggak. Notre garçon s'approche et dit que l'homme ne devrait pas céder aux provocations de l'ennemi. Mais avant qu'il ne puisse expliquer quoi que ce soit d'autre, il est interrompu par le chef qui lui dit de se taire et de suivre les ordres. Yellen Park affirme qu'il ne laissera pas ces bandits impunis même si le monde s'est transformé en enfer. Le protagoniste conclut que l'homme est plus stupide qu'il ne le pensait. Ailleurs, nous voyons deux personnes excitées de trouver de la fumée sortant d'une cheminée. Regardant tout depuis le sommet de la station, Kang pense que la guilde ennemie doit avoir beaucoup d'utilisateurs d'artefacts, ce qui signifie qu'un seul faux mouvement pourrait tuer tout le monde. Choi s'approche et demande ce que le jeune homme veut qu'il fasse, révélant ensuite que sortir seul n'est pas une tâche facile et qu'il a décidé d'accepter l'accord qu'il a proposé il y a quelque temps. Le protagoniste dit qu'il a besoin de quelqu'un pour faire ce qu'il dit sans poser de questions. Souriant, le voyou dit qu'il a juste besoin d'une chance de montrer à quel point il est un bon employé. Notre garçon aime être appelé patron et dit qu'il lui donnera bientôt une mission. Nous sommes emmenés sur le territoire de la deuxième guilde Doge, où Jisoo dit que cette feuille est très belle car elle lui permet de faire ce qu'elle veut au nom de la liberté. Ensuite, la femme déclare qu'elle tuera quiconque essaiera de l'arrêter et révèle qu'après avoir pris le contrôle d'Oge, elle s'en prendra à la station de Manak. Quelques jours plus tard, les civils se demandent pourquoi l'appel prend autant de temps. Park apparaît et criant dit qu'il a une annonce à faire. Il révèle à tout le monde ce qui s'est passé et dit qu'il est nécessaire de répondre au salaud de Don Akenkind. Cependant, les officiers sont dépassés et il y a une limite à ce qu'ils peuvent faire. Par conséquent, son idée est de créer une force de police composée de civils. Un vieil homme qui avait très froid tombe par terre et sa petite fille essaie de l'aider, mais est arrêté par un officier qui dit que personne ne peut entrer tant que le chef n'a pas fini de parler. Criant toujours, le monarque a demandé aux gens de le rejoindre pour montrer la force du peuple coréen. Personne n'aime ce qu'il entend, pensant que l'homme se demande pourquoi personne ne s'avance même avec lui fournissant de la nourriture et un abri. Affirmant qu'il n'y a pas le choix, Jan Wo publie un décret qui oblige tout le monde à l'aider dans son plan et dit que quiconque n'obéit pas sera envoyé en prison. Au milieu du chaos, Kang conclut que le monarque ne pourra pas attaquer Don Hak immédiatement. S'approchant, John Kill dit qu'il aimerait savoir pourquoi le chef de la police est devenu fou tout d'un coup et demande s'il n'y a pas moyen de parler aux ennemis au lieu de commencer une guerre. Lorsqu'on lui demande s'il aimerait devenir le monarque, le protagoniste dit non, et qu'il est préférable d'avoir simplement foi dans le chef car il doit avoir ses raisons. Le lendemain, nous voyons des civils se plaindre de devoir s'entraîner dans le froid, lançant toujours une crise de colère. Park dit que l'entraînement à la guerre n'est pas une blague et qu'à partir de ce jour, la force de police civile rejoindra les équipes de reconnaissance. Pensant, Jan Shen dit qu'il n'est pas sûr que cela fonctionnera et conclut que quelque chose décrit dans la lettre a dû rendre le chef fou. Se souvenant du nom de Jisoo, il dit que les deux ont dû se battre, et maintenant tout le monde en paiera le prix. Heureusement, Cheon Sines a un plan qui consiste à construire un pont afin que tout le monde puisse atteindre n'importe quelle station en toute sécurité. Dans le bureau, Ino demande si commencer une guerre n'est pas trop et affirme que le monarque aurait dû au moins l'avertir avant d'impliquer des civils non préparés. L'homme ne semble pas écouter le vieil homme car il est concentré sur la femme qui sert des boissons. Souriant, il dit qu'il devait apporter de l'aide et demande à la jeune femme de remplir son verre. Le député dit qu'ils peuvent demander à une unité des forces spéciales de formaliser l'opération. Cependant, Ji-Yoon-woo demande s'il ne comprend toujours pas que le monde touche à sa fin et affirme qu'il l'a seulement laissé agir en tant que chef afin que si le monde revient à la normale, ce qui ne va pas arriver, utiliser ses privilèges de monarque est la meilleure solution. Allumant une cigarette, le chef de la police repense à la conversation qu'il a eue avec Chion. Nous découvrons que le jeune homme a révélé qu'il cherchait un moyen d'apprivoiser les ogres vivants à la station afin qu'ils puissent utiliser les créatures comme armes de guerre. En entendant dire qu'il faut plus de personnes pour faire la tâche, l'homme dit qu'il fournira autant de personnes que le garçon le souhaite. De retour dans le moment présent, il déclare qu'avoir quelqu'un d'aussi jeune qui travaille dur est incroyable. Par conséquent, à partir de ce moment, le député devra également faire ses preuves. Dans l'infirmerie, Jeffo se réveille enfin et est irrité d'avoir été vaincu par un sûr.
Pensant qu'elle se demande ce qui s'est passé après avoir quitté le repère avec Kang, et après avoir trouvé le jeune homme, interroge la raison de l'entraînement. Notre garçon dit qu'il a pensé à un nouveau plan et lui demande de fermer la porte car il parlera de choses qui ne font pas partie de la mission. Après la conversation, il va vérifier les progrès du pont et s'il y a quelque chose qu'il puisse faire pour aider. Un jeune homme dit que depuis que le chef a formé la force de police civile, la main-d'œuvre a diminué. Souriant, le protagoniste déclare qu'il résoudra cette situation. Nous retournons dans le passé et découvrons que son plan est de destituer le monarque du pouvoir et de trouver Juno avant que la guerre ne commence réellement. Juno accepte de participer au plan et demande quelles sont les prochaines étapes, expliquant que notre garçon dit qu'ils ne peuvent pas se débarrasser de Park immédiatement car l'homme a beaucoup d'autorité sur les survivants du premier tour. Ainsi, il sera nécessaire de détruire la foi des gens en lui et de montrer que personne n'est en sécurité sous son commandement. Pendant ce temps, le jeune homme construira sa propre influence pour unir progressivement les citoyens mécontents. Nous découvrons que cette dernière partie sera faite par Choi. Pendant ce temps, l'étoile de l'épée protégera le protagoniste et l'aidera à s'entraîner aux ogres. Ainsi, lorsqu'ils auront suffisamment de soutien, ils se mettront en grève. Mais jusque-là, le chef ne doit rien soupçonner. De retour dans le présent, Jiewei pense à quel point il est impressionnant que le garçon pense toujours à l'avenir. Dans le bureau, Kang explique à Jianho pourquoi il a besoin de plus de main-d'œuvre. Sous le prétexte que la construction de la route vers la station sera plus rapide, tout comme la formation excessive. Riant, l'homme dit que le garçon est brillant et qu'il lui donnera ce qu'il a demandé. Ino entre dans la pièce, interrompant la conversation, pensant que le protagoniste dit qu'il a finalement découvert ce qui est arrivé au député. En passant devant le vieil homme, il demande si le jeune homme le traitera comme s'il était invisible. S'enlit le député, mais le monarque dit que le garçon n'a pas à s'en soucier. En colère, Géol commande qu'il n'a jamais pensé qu'il serait ignoré comme ça et ordonne à la jeune femme présente de lui servir une boisson. Puis il demande quelle est l'histoire de l'entraînement des ogres. Sans répondre, le monarque dit qu'il devrait plutôt prouver son utilité. En se levant, le vieil homme dit qu'il comprend, mais qu'il n'oubliera jamais cette humiliation. Réfléchissant, le policier se demande pourquoi son ancien allié pense encore avoir du pouvoir et conclut qu'il est temps de l'expulser. Il reporte son attention sur Jason et lui demande si la jeune femme se sent seule. Elle dit que non, mais l'homme lui ordonne de rester et de discuter, ce qui ne sera certainement pas agréable. On revoit la construction du pont, qui s'est accélérée depuis que plus d'ouvriers s'y sont impliqués. Un jeune homme dit qu'ils atteindront la gare d'Agnan dans environ 4 jours. On apprend que Cheyenne prévoit de diviser les gens en 2 équipes quand tout sera prêt. Comme la police ne rejoindra probablement pas le groupe des ogres, il utilisera l'entraînement comme une façade pour organiser le coup d'État. Mais pour cela, il sera nécessaire d'avoir des personnes de confiance. À Sekhmet, le protagoniste a révélé à Jin que les ogres réagissent aux sons et aux vibrations. Une fois, le jour où ils sont allés explorer le repère, les créatures ne se sont déplacées qu'après un bruit très fort. Soudain, quelqu'un frappe à la porte. C'est John Seol qui, inquiet, dit que le jeune homme doit voir quelque chose. Alors qu'il se rend dans un autre endroit, notre garçon rencontre la femme qui était dans le bureau du monarque. Blessée après avoir été agressée par l'homme, la technicienne dit qu'elle refuse de révéler le coupable. Cependant, il sait qu'il n'y a qu'une seule personne capable de faire ça. En entendant que Jazen n'est pas la seule victime, le protagoniste dit que la faute en revient à son hésitation. Et en se retournant, il déclare qu'il aura besoin de l'aide de toutes les personnes présentes pour mettre son plan à exécution. Quelques jours de plus passent, et finalement, la construction des ponts est achevée. On est transporté à la gare d'Agnan, où 2 hommes courent désespérément. On voit que l'ogre est juste derrière le duo. Déterminés, les 2 ne s'arrêtent de courir que lorsqu'ils franchissent un marquage fait par un tissu rouge. Se retournant, ils réalisent que la créature a effectivement cessé de les voir et se demandent comment Kang a découvert ça. Il est révélé que le jeune homme a découvert que les monstres sont extrêmement territoriaux et a décidé de marquer avec du ruban adhésif les endroits où ils n'ont jamais été vus. Du haut d'un immeuble, Java se prépare à effrayer les ennemis. Pensant alors qu'elle se prépare à attaquer, elle dit qu'elle doit travailler dur pour retrouver toutes ses forces le plus rapidement possible. Une fois qu'elle se blesse à nouveau, son allié sera en danger. Ensuite, on découvre que les ogres attaquent quiconque envahit leur territoire. Car au sein de leur domaine, il existe une hiérarchie centrée sur le plus fort. Après une bataille intense, la jeune femme sort victorieuse et dit qu'elle n'a frappé que les nerfs pour causer beaucoup de douleur comme prévu. Sidon transporte un seau rempli d'éclats de verre et dit qu'il attendra que l'ennemi s'endorme pour placer les objets sur son corps. Ainsi, lorsque le soleil se lèvera, les éclats brilleront, et les nerfantis feront le reste du travail. Ainsi, il pourra enfin vérifier si sa théorie selon laquelle les ogres sont attirés par certains sons est correcte. L'étoile de l'épée est d'accord avec tout, mais déclare qu'elle restera proche pour frapper le monstre si nécessaire, puisqu'elle est maintenant l'alpha. Plus tard, le duo découvre que les créatures ont très facilement peur. On voit Choi, qui commande maintenant une force spéciale composée de 50 personnes, dire à ses hommes qu'il est temps de commencer à travailler. Au poste de police,
Parcours qu'un horrible incident s'est produit la veille parce qu'un membre du groupe a été agressé à l'intérieur des murs qui représentent la justice, et pour aggraver les choses, l'auteur n'était autre que le député Inogil. Le chef annonce que le vieil homme sera exilé alors qu'il se demande pourquoi cela se produit s'il n'a rien fait. La femme agressée reste silencieuse. S'approchant, le monarque déclare qu'il ne voulait pas que les choses en arrivent là. Cependant, comme le député n'est plus utile et a agi comme s'il était le chef, il n'avait pas d'autre choix. Avec un regard fou, Park tend au vieil homme l'insigne d'or du Congrès pour l'aider à obtenir un traitement spécial ailleurs. Retenant ses larmes, le député conclut qu'il a été manipulé tout ce temps et promet qu'il fera payer le policier pour tout ça. Soudain, marchant dans la neige, il entend un bruit et est brutalement attaqué par des nerfantes à cause du collier autour de son cou. Jianho met fin à la réunion et ordonne à tout le monde de retourner au travail. Deux personnes qui chuchotent à propos de la situation sont interrompues par un policier qui leur dit d'arrêter de bavarder. Un peu plus loin, le protagoniste demande si Choi peut utiliser cette situation pour diviser la police et le peuple. Sans provoquer directement, souriant, le criminel dit qu'il comprend qu'il doit les dresser discrètement les uns contre les autres. Par conséquent, il va remuer un peu la marmite sans que personne ne s'en aperçoive. Le lendemain matin, un officier fait irruption dans le bureau du chef à cause d'une urgence. S'habillant, le monarque dit que quoi que ce soit, il vaut mieux que ce soit important. L'officier de police dit alors qu'un collègue de la patrouille de nuit a été attaqué et de l'État. Il semble que ce soit quelqu'un de l'intérieur qui l'ait fait. Sur les lieux du crime, on voit l'officier tomber, et autour de lui, des phrases écrites sur le mur révèlent que ce n'est pas Ino qui a agressé la femme. Furieux, le chef demande qui oserait faire ça à l'un de ses hommes. Deux civils commentent que le responsable mérite des félicitations puisque tout le monde sait que le député était innocent. Le monarque entend tout et attrapant les vêtements d'un des garçons, lui dit de faire attention à ce qu'il dit. Il ordonne alors que la Rosée soit interrogée et ensuite exilée car ils incitent à une rébellion contre la police. Le jeune homme crie qu'il n'a rien fait, mais l'homme affirme que tout acte de violence de ce genre sera considéré comme un défi. Directement son autorité, ainsi quiconque n'est pas d'accord est libre de partir. Lorsqu'on lui demande s'il est possible que Park découvre qui était responsable de ça, Choi dit la même chose à son allié. Vous pouvez être rassuré, car opérer dans l'ombre est sa spécialité, ce qui signifie qu'ils ont juste besoin que tout reste tel quel. On voit un ogre qui a été capturé se tordre. Cependant, tout change quand il entend un son fait par Sion en utilisant 2 barres de fer. Se souvenant du son qu'il a entendu à la gare, le jeune homme conclut qu'il aura besoin d'un instrument capable de produire de fortes vibrations. On découvre que lorsque la créature réagit au son, elle est récompensée par sa nourriture préférée. Mais quand il est sur le point de manger, il se fait frapper par Jin, et tout le processus se répète. Excité, notre garçon dit que si l'entraînement fonctionne, il aura un grand avantage. Soudain, un message apparaît notifiant que le donjon du repère d'Obra a été libéré et que le territoire des créatures a été déverrouillé, ce qui signifie que le garçon peut étendre le champ des explorations. De plus, on voit que la mission de sauver le commissariat a été achevée, et une autre a émergé à sa place. On est transporté au bureau du monarque, où il est très heureux des progrès réalisés par le protagoniste. Encore plus maintenant que le problème d'approvisionnement en nourriture a été complètement résolu et que les ogres ont été domptés. Kang mentionne qu'il a remarqué de la tension dans l'air et demande si quelque chose s'est passé. Park parle des attaques contre les officiers de patrouille de nuit et dit qu'à cause de cela, il a dû interroger et exiler certains civils. Le problème est que cela seul ne semble pas suffisant. Notre garçon dit que ce n'est pas le bon moment pour s'inquiéter des réactions des gens. Quelques jours plus tard, en voyant une guillotine installée, tout le monde découvre à quel point Junwo est cruel. Choqué par la situation, le protagoniste déclare que l'homme est allé trop loin, se souvenant de la conversation qu'il a eue avec lui conclut rapidement que c'était le plan depuis le début. Le seul bon côté est que les gens vont perdre confiance en la police. On découvre qu'avant cela, le jeune homme a reçu la mission de vaincre un monarque et d'annoncer un décret pour conclure. Tout le monde commence à le presser, en disant qu'il est grand temps d'agir. À l'intérieur du commissariat, Kim essaie de comprendre ce que son chef a en tête. Kyung-jun affirme qu'en tant que policier, ils doivent établir l'ordre dans les moments difficiles et qu'au final, tout est pour la sécurité des otages. Donc, le jeune homme devrait arrêter de penser à des bêtises et aller remettre le rapport. Alors Gae-young décide simplement d'être d'accord et de se reprendre. Mais en s'approchant du bureau du monarque, il rencontre une femme qui rampe en implorant de l'aide. La main du chef lui agrippe les cheveux, et il dit qu'il avait déjà prévenu qu'aucun policier ne la sauverait, car ces hommes suivent les ordres. Complètement choqué, le jeune officier ordonne à l'homme de lâcher la femme s'il ne veut pas être arrêté. Junwoo ne réagit pas, et le jeune homme déclare qu'il est détenu pour 3 crimes différents. L'homme demande alors s'il ne comprend toujours pas la situation et comment ose-t-il défier la monarchie. Kim dit que même s'il est exilé, il accomplira son devoir et demande une fois de plus à son chef de relâcher la femme. Cependant, à son malheur, le monarque décide de montrer à quel point ses lois sont absolues et en ouvrant un décret rappelle au jeune homme que la peine pour le défier est la mort. Des cordes noires agrippent le corps du jeune policier, qui finit par perdre la vie dans un coup brutal. Tout le monde est choqué, mais personne ne fait rien,
retournant à son bureau avec la femme. Park dit à ses hommes de nettoyer le désordre et de publier une déclaration affirmant qu'un autre policier a été tué par un civil. Ainsi, après avoir blâmé quelqu'un, ils peuvent exiler. Après un certain temps dehors, quelqu'un implore pour sa vie. Plus que tout, c'est inutile, et tout le monde est choqué de voir la guillotine utilisée pour la première fois. Souriant, le monarque dit que l'ordre ne se maintient pas de lui-même et que sans action, les règles ne sont que des mots. Par conséquent, à partir de ce moment, quiconque commet un crime grave sera condamné à mort. Jong-kyo dit à une femme qu'ils doivent sortir de là de toute urgence, même s'ils doivent aller à Donggak. Au milieu du chaos, on voit Chion sous pression pour faire quelque chose. En entendant le jeune homme l'appeler, Choi dit qu'elle est prête à suivre les ordres. Plus tard dans la nuit, le chef commente que maintenant les gens comprennent vraiment qui est aux commandes. Il demande ensuite au protagoniste de se servir. Lorsqu'on lui demande qui était le premier homme sur Terre, le jeune homme répond que c'était l'Homo sapiens. Cependant, l'homme déclare qu'en fait, le premier homme était le premier singe à mentir car c'est la première étape de la stratégie pour le gain personnel. Pour cette raison, il croit que le lit marquera le début d'une nouvelle ère, et qu'à partir de ce moment, les humains tueront pour aller de l'avant. Après avoir entendu plusieurs déclarations scandaleuses, notre garçon dit qu'il n'est pas tout à fait d'accord. Impassible, Park dit qu'il aime le jeune homme comme s'il était son neveu, surtout après qu'il ait déclaré que ce n'était pas le moment de s'inquiéter des réactions des gens. Chion décide de demander ce qui est arrivé à Kim, et l'homme révèle sans hésitation qu'il l'a tué pour avoir dépassé les bornes. Le protagoniste n'attend pas de trinquer et boit tout le vin d'un coup. Puis il claque le verre sur la table et demande si le monarque joue aux échecs. Ce dernier dit qu'il n'a pas joué depuis longtemps, mais le jeune homme s'en fiche et débarrasse toute la nourriture de la table, affirmant que les échecs sont appelés le jeu des rois, ce qui le rend très approprié. On découvre que le plan de Kang est de divertir le chef pendant au moins 1 heure. Ailleurs, la police effectue sa patrouille nocturne tout en se plaignant de l'absurdité qu'il y a à travailler pendant que les civils dorment. Un homme commente que quelque chose semble cloche, mais son collègue dit que le nombre de policiers a doublé et qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Soudain, un bruit attire l'attention de tout le monde, et ils finissent par réaliser que ces gens ne dorment pas vraiment. Attrapant l'un des hommes, Choi dit qu'il n'y a pas besoin d'avoir peur s'il reste immobile. Tout ira bien. Pendant ce temps, des officiers réalisent que l'équipe de patrouille du 2e étage n'a pas fait de rapport et commence à descendre pour attraper le coupable derrière les attaques. Cependant, un civil apparaît et commence à attaquer le marteau. L'homme est finalement abattu par un policier avec une matraque. En raison du nombre d'ennemis, les officiers décident de mettre leur bouclier en ligne. Un jeune homme commente aux voyous qu'ils ont affaire à des personnes entraînées, mais ce dernier prétend avoir plus d'expérience. Ils ont donc juste besoin de suivre ses ordres et de ne pas oublier que ces gars-là ont mis l'innocence dans l'équipe de Jiva. Le discours motive les autres qui décident de tout donner. Donnant tout ce qu'ils ont, un policier demande aux civils d'arrêter ça. Se frayant un chemin à travers les boucliers, Choi dit que c'est eux qui ont causé cela. Soudain, il est touché par un couteau en disant que les choses seraient résolues si les hommes se rendaient. Avec un seul coup de poing, le voyou met l'officier hors d'état de nuire, affirmant que c'était de la légitime défense. Se souvenant de ce dont il a discuté avec Xian, il conclut qu'il est temps de montrer qui est aux commandes et déclare haut et fort qu'à partir de ce moment, les policiers sont aussi des civils. Mais s'ils ripostent, ils mourront. Pendant ce temps, dans le bureau du monarque, Park dit qu'il n'est pas si mauvais aux échecs au milieu du son des sanglots de notre garçon et le félicite juste après. Pensant que le jeune homme dit que retarder le jeu l'épuise, mais puisque tout finira bientôt, il décide de livrer un échec et mat. L'homme dit qu'il pensait qu'il gagnerait alors que sa vision s'obscurcit. Soudain, il tombe face contre le plateau, en ronflant. Jin demande si son allié va bien. Il dit oui, et que la prochaine étape est d'attacher Jian-Wu. Sortant de nulle part, la police fait irruption dans le bureau en criant que les civils commencent une émeute, mais ils trouvent Kang en train d'attacher le chef. Allant droit au but, le protagoniste déclare qu'ils doivent choisir entre l'accepter comme monarque ou se ranger du côté de Park. Après quelques minutes de silence, tout le monde se rend. Regardant tout depuis un autre monde, Cass dit que c'est très intéressant. L'administrateur G s'approche et dit qu'apparemment, il ne se passe pas grand-chose dans la zone qu'elle supervise, ce qui signifie que les supérieurs vont se plaindre. Se retournant, l'administrateur déclare que tout va bien car c'est exactement comme ça que leur patron est. Le lendemain du coup d'État, nous avons découvert qu'il y avait encore 2 choses que le protagoniste devait faire. La première était de nettoyer la maison au sein des forces de police, car certains des partisans du patron ont refusé de coopérer et ont dû être détenus. La deuxième tâche, qui était plus compliquée, consistait à déterminer quoi faire avec le patron et comment prendre la relève. Dehors, des civils crient que l'homme mérite d'être exécuté par guillotine. Shine apparaît et demandant l'attention rappelle à tout le monde les étapes qui les ont amenés ici. Il affirme ensuite qu'ils doivent maintenir le même dévouement s'ils veulent affronter et survivre dans ce nouveau monde. Cependant, puisque Jang-Woo a commis toutes sortes d'atrocités, un nouveau monarque devait être choisi. Criant, le protagoniste promet qu'en tant que chef, il établira un nouvel ordre, et qu'après l'exil du patron, la guilde sera réformée. Tout le monde crie le nom du jeune homme.
Jin s'approche avec une nouvelle coupe de cheveux, et Choi commente qu'apparemment, quelqu'un a déjà commencé à faire des changements. Rappelant que la ligue est une bataille entre les guildes, la jeune femme conclut que le vrai défi commence maintenant. Ko apparaît de nulle part et affirme que Xion devrait tuer le monarque et prendre le titre par la force au lieu de faire un discours. Le protagoniste demande si la femme essaie d'utiliser les règles comme excuse pour mener un massacre. Irrité, l'administrateur crie et dit que puisqu'il est allé aussi loin, il aura 6 mois pour devenir le monarque démocratiquement. Par conséquent, elle fixera un objectif d'approbation de 90%. Cagne, nerveux, se demande comment il va convaincre 90% de ces personnes. On revient quelques minutes en arrière. Quand je reconnais le protagoniste, Kao apparaît et dit qu'elle déteste être entourée d'êtres inférieurs. Elle déclare ensuite qu'elle a fait ce qu'on lui a dit et que le deuxième tour sera très chaotique. Le garçon commente que notre gars semble éviter de tuer à tout prix, mais montre qu'elle perd son temps avec la mauvaise personne. Souriant, l'administrateur comprend qu'elle devra prouver que le jeune homme a ce qu'il faut pour être un monarque. De retour dans le moment présent, nous voyons que Khan est devenu le nouveau chef et est déjà très populaire. Le protagoniste demande ce que signifient ces messages, mais l'administrateur déclare qu'elle ne répondra que s'il révèle pourquoi il n'a pas encore tué Park. N'ayant rien à faire, le jeune homme dit que tuer n'est pas son truc et que l'homme peut encore être utile. Ailleurs, Jizo reçoit John Woo en cadeau avec la lettre. Souriant, la femme dit que le garçon est un homme selon son cœur, elle laissera donc Manak tranquille pour l'instant jusqu'à ce qu'elle découvre si le nouveau monarque est un bon compagnon pour elle. 6 mois plus tard, nous voyons que la ville s'est relevée et que le commerce local est en plein essor. De plus, Lobra se promène, suivant les ordres d'un homme. Loin de là, Jin dit que Xion a fait de bons progrès, mais il ne semble toujours pas capable de couper un bâtiment en deux. Le jeune homme lui demande de ne pas les comparer, mais l'étoile de l'épée lui rappelle que la mission du deuxième tour aura bientôt lieu. Reconnaissant cela, le garçon qui est maintenant classé D se prépare à continuer l'entraînement. Il est révélé que le poste de police s'appelle désormais Mangueillon, et dès que la chaudière a été redémarrée, de plus en plus de personnes ont commencé à apparaître. Cela a forcé le protagoniste à créer un système monétaire pour accueillir le nombre croissant de personnes. De plus, au fil du temps, la colonie s'est transformée en une cité-État avec différents départements, et Jong-kul est devenu le chef du département des opérations. Alors que Choi commandait le groupe de travail spécial qui utilisait les ogres domestiqués pour mener à bien des missions. Nous voyons Jin se battre à nouveau avec Kang, qui apparemment n'est toujours pas assez fort même après s'être entraîné tous les jours. La jeune femme dit qu'il s'améliore, mais il doit cesser de gaspiller autant d'énergie lorsqu'il se bat et commencer à réfléchir à la façon de vaincre les joueurs de rang supérieur, car unifier Agnan sera le meilleur moyen de trouver Juno. L'histoire remonte à 6 mois lorsque le jeune homme a découvert tous les avantages que possède un monarque, ce qui inclut un marché commercial. Pensant qu'il conclut qu'il peut communiquer avec les autres dirigeants et s'enquiert de son petit frère. Kai suggère que le garçon remplace les anciens décrets. Après avoir réfléchi un peu, notre garçon déclare que tous les membres de la guilde ont droit à la liberté et à la vie tant qu'ils défendent le territoire du groupe. De plus, il déclare que l'époque de la violence est révolue car il se concentre sur l'unité pour la reconstruction. Tout le monde applaudit et célèbre le nouveau régime. L'administrateur dit qu'elle est très heureuse d'avoir été témoin de cela de près, alors comme récompense spéciale, qui révélera que Truno est vivant. Le protagoniste s'avance vers la femme, et elle lui rappelle que ceux qui attaquent un administrateur meurent. Lorsqu'on lui demande pourquoi elle garde un œil sur le petit, Q dit que Xion attire l'attention des supérieurs. Par conséquent, il est normal qu'ils observent tout. Ainsi, s'il parvient à unifier Agnan, elle lui dira où est son frère. Un peu choqué par la révélation, notre garçon ordonne à Jahu de lui dire tout ce qu'elle sait sur le reste du deuxième tour. La jeune femme dit alors qu'il doit d'abord devenir plus fort car la guerre se résumera à une bataille d'utilisateurs d'artefacts, et c'est à ce moment-là qu'elle déclare qu'elle va l'entraîner tous les jours. Nous découvrons qu'outre Jin, il existe 2 autres joueurs de rang S en Corée. L'un est à Séoul, se jetant d'un immense bâtiment. Alors que l'administrateur se moque du fait que le garçon continue d'essayer de se suicider au lieu d'utiliser ses capacités pour absorber la vie des autres joueurs. Jong Bien-se, qui a l'artefact du prédateur, fixe simplement la créature du regard. L'autre joueur de rang S ou plutôt le joueur est situé sur le mont Taebé dans la province de Gangwon. Elle s'appelle Misin Park, et son artefact est le lavage de cerveau. Nous retournons voir le territoire de Donggak, où les esclaves vont enfin cesser de travailler pour manger. L'une de ces esclaves est Zuyung, qui essaie de voler de la nourriture aux femmes et aux enfants tout en élaborant un plan pour sauver son frère. Regardant sur le côté, la jeune femme voit un petit garçon qui apparemment est aussi un esclave. Sans hésiter, elle lui offre son gâteau de riz et dit qu'il en a plus besoin qu'elle. Lorsqu'on lui demande comment il s'est retrouvé là, le petit dit simplement qu'elle a de la chance. Il commence à l'éviter puis révèle qu'il en avait assez d'attendre son frère et qu'il allait s'enfuir. Mais d'abord, il tuerait tous les méchants, et puisqu'elle n'est pas l'une de ces personnes, elle peut venir avec lui. Nous voyons que Juno, en plus d'être vivant, est un joueur de rang qui utilise un artefact inconnu. Ailleurs, nous voyons quelqu'un chercher un endroit pour se reposer.
Sachant que Donggak est dominé par sa reine et que la guilde s'est étendue sur le territoire de Yuang, la personne se demande comment l'autre groupe a survécu si longtemps s'il est juste à côté. Curieux, un étranger décide d'aller à Mandéléon et arrive rapidement au centre de contrôle frontalier. Elle est impressionnée par le moral élevé du public qui y vit, et au comptoir, elle dit qu'elle est nomade et qu'elle aimerait rester quelques jours. Yona, la directrice du contrôle frontalier, déclare que la jeune femme devra payer pour le temps qu'elle restera. Voyant le petit parler à deux jeunes de l'endroit où se trouvent certains documents, le nomade en conclut qu'elle a une capacité intellectuelle. Nous voyons que c'est effectivement le cas et que la capacité du directeur est le palais de la mémoire. Revenant son attention sur la jeune fille, le petit dit que la violence dans cet endroit n'est pas tolérée et que la monnaie est les briquets. Posant une radio sur la table, la fille aux cheveux roux affirme qu'elle ne trouvera pas un appareil plus cher que cela de nos jours et demande si elle peut également échanger des piles contre des briquets. Nous découvrons qu'elle s'appelle Yoonji Choi. Yon est d'accord et dit que l'hébergement du Noman est au bout de la route. Impressionnée par la paix qui règne dans la guilde, la jeune femme se demande pourquoi personne ne semble s'inquiéter de Donggak. Soudain, elle voit un ogre se promener dans les rues et est encore plus heureuse d'avoir trouvé cet endroit. Pendant ce temps, Sion pense que cela fait 6 mois qu'il a mis le projet de chaudière en vente. Dehors, Jin demande s'il pense pouvoir gérer seul la deuxième guilde de Manak. Armois dit que l'endroit est beaucoup plus petit que Mangayon, mais le groupe peut avoir ses propres joueurs. Et de plus, il doit y avoir une raison pour laquelle ils ont réussi à durer aussi longtemps. Alors en pensant à ce qu'elle a dit sur le fait d'affronter d'autres personnes, il a décidé qu'il essaierait de le faire seul. Mais si quelque chose ne va pas, Jiahui devrait le sauver. À l'école, l'ancien directeur, qui est le monarque de la deuxième guilde, leur ordonne de déménager. Tout en pensant que même avec juste une bande d'enfants et quelques professeurs survivants, il ne remettra pas facilement la brute à Mangayon. Nous découvrons que l'homme a une catapulte comme arme, et son but est de montrer à Xion ce qu'elle peut faire. Pour ensuite conclure un accord et devenir le commandant d'un département, soudain, tout l'environnement commence à trembler en raison de l'arrivée du protagoniste qui a décidé d'y aller en tant qu'ogre. Le monarque ordonne à ses hommes de préparer la catapulte et de ne pas se laisser affecter par la taille de la créature. En un clin d'œil, l'homme est touché et tombe au sol. Sonner une cloche, notre garçon ordonne à l'ogre d'attaquer l'arme de la guilde. Il déclare ensuite qu'il n'a pas l'intention de tuer qui que ce soit, seulement de les recruter pour sa guilde. Sans hésiter, les survivants se rendent et disent qu'ils ont toujours voulu vivre à Mangayon. Le protagoniste demande à trois de sécuriser la zone et d'emmener tout le monde dans un endroit sûr. Excité, le bandit donne une tape dans le dos à Jin, qui ne peut que penser à la façon dont il dépasse parfois les bornes. S'approchant de la jeune femme, Kang révèle qu'il craint qu'il ne soit que deux à utiliser des artefacts. La jeune fille dit qu'elle va réfléchir à une solution, mais il doit se souvenir que le temps presse. Pendant ce temps, dans une région de la frontière de la rivière Agnan, un groupe de 4 personnes effectue une traversée risquée. Un jeune homme portant un autre sur son dos a demandé à son ami de tenir bon encore un peu. Nous avons appris que la rivière Agnan est la seule source d'eau potable et sert également de frontière entre Donggak et Manak. Récemment, il y a eu une augmentation des cas de citoyens de Manak attaqués par les forces ennemies pendant qu'ils collectaient de l'eau. Dans la chambre de nos garçons, Jaehu propose d'éliminer les adversaires seuls. Mais le jeune homme affirme que cela ne ferait que les entraîner dans une guerre, ce qui serait un problème puisque Donggak a 5 fois plus de ressources. Malgré tout, il conclut qu'il est temps d'attirer l'attention comme s'il voulait unifier l'endroit. Il devra affronter Donggak à un moment donné. Déterminé à répondre aux provocations récentes, le protagoniste se souvient de la catapulte et dit qu'il doit rencontrer le monarque de la 3e guilde. Nous sommes emmenés dans l'état vassal, où le monarque de la 3e guilde offre le peu de nourriture qu'il a à Sion. L'homme demande s'il y a des nouvelles concernant l'accord de fusion entre la guilde et Mangayon. Cependant, le protagoniste dit qu'un accord ne fonctionne que lorsqu'il y a une confiance mutuelle, et puisque sa guilde est loin de Mangayon, sauver des troupes pour les protéger n'est pas quelque chose qui peut être fait facilement. Il a donc pensé à un moyen où tout le monde gagne, qui est de déclarer la guerre à la 3e guilde. Tremblant de partout, le monarque a demandé au jeune homme de reconsidérer et promet qu'il sera loyal. Expliquant, notre garçon dit qu'il ne veut pas la guerre elle-même, juste les rumeurs qu'elle se produit. Par conséquent, s'il accepte d'aider, il recevra des soldats et des catapultes. Et à la fin, si tout se passe bien, la rivière Aignan sera à eux, et il sera possible de récolter de plus grandes récompenses de Donggak. Nous sommes emmenés en territoire ennemi où Jizo est emmené à la salle d'urgence après avoir été touché par une flèche. Pensant, la femme dit qu'elle pensait que la guerre contre Yuang se terminerait rapidement et, en retirant la flèche, elle déclare qu'elle tuera tous ceux qui font partie de la guilde. C'est à ce moment que la nouvelle de la guerre entre les premières et deuxième guildes de Manak arrive. Pendant ce temps, dans le district de Bisson, Kang réalise que les rumeurs selon lesquelles les endroits du No Man's Land étaient vrais. Ensuite, lui et Jin arrivent au centre commercial où le premier round a eu lieu. Nous découvrons que ce district est techniquement sous le contrôle de Donggak, mais en pratique, il fonctionne comme un territoire neutre entre Manak et Donggak. En raison de son indépendance, de nombreux nomades s'y installent,
et la seule raison pour laquelle l'endroit s'est autant développé est qu'il permet les jeux de hasard et quelques autres mauvaises choses. De plus, tout est géré par une femme connue sous le nom de Madame, qui, bien que n'étant pas un monarque, est vue par tous comme un leader. Souriant, la femme dit qu'elle est venue aussi vite qu'elle le pouvait, et que c'est un plaisir de rencontrer le monarque de Manak. Allant droit au but, le protagoniste dit qu'il est là pour proposer un accord. Pensant, il se souvient qu'il ne voulait pas s'impliquer dans la politique, mais ce n'est plus possible. Ainsi, sachant que les cigarettes sont la forme de monnaie acceptée dans la plupart des régions, il a demandé à Jaouet de les stocker. Pour quand cela sera nécessaire, plaçant 10 paquets de cigarettes devant Madame et déclarant que ce n'est qu'une entrée, il a demandé à la femme de ne rien partager sur Man Guillon avec Dongak lorsque la guerre commencera, et juste de programmer une rencontre avec Jisoo pour lui. Lorsqu'on lui demande pourquoi il fait cela, notre garçon dit qu'elle le découvrira bientôt. Prenant les cigarettes, le leader dit qu'elle fera ce qui a été demandé. Après tout, sur ces terres, tout se fait contre paiement. Tout en pensant que les artefacts de Du sont aussi puissants que ceux de la reine de Dongak, ce qui signifie qu'il est impossible de prédire qui sortira victorieux. Nous sommes emmenés au poste de police où une femme informe Jong Kyeol des progrès des tâches. Portant un sac à dos, Kang annonce que jusqu'à ce moment, Man Gaeyan est sous protocole de guerre. Par conséquent, il veut un rapport détaillé sur les ressources disponibles pour une bataille à grande échelle contre Dongak le lendemain. En entrant dans la pièce où les cigarettes sont conservées, le jeune homme se sent soulagé par la quantité tout en pensant que dès que le moment arrivera, il commencera à attaquer les forces ennemies près de la rivière, ce qui amènera Dongak là-bas. Dehors, des ouvriers installent les catapultes. Choi dit que les armes ont l'air encore plus cool de près et demande si le professeur est sûr que tout est prêt pour l'attaque, confirmant l'homme qui enseignait les mathématiques dit qu'il a terminé tous les calculs et tenant une bouteille pleine d'huile et de tiges de Népenthes. Il se sent soulagé que ce ne soit qu'une frayeur. Le bandit dit au jeune homme de ne pas s'inquiéter et dit que ce n'est qu'un test. La nuit, en territoire Dongak près de la rivière, une archère dit qu'elle a un mauvais pressentiment à cause du silence de Man Guillon. Soudain, quelque chose attire l'attention de la paire de garde. Il y a plusieurs petites lumières vives qui viennent dans leur direction. Quand il regarde de plus près, il réalise que ce sont des cocktails Molotov. Mais il est trop tard, et le feu se propage rapidement. Les gardes demandent comment les ennemis ont réussi à lancer les bouteilles si loin. Quelqu'un apparaît et demande s'ils sont les chasseurs de primes. Criant, un jeune homme demande comment Choi a le courage de venir là seul. Sans répondre, le bandit frappe, et après la chute du jeune homme, il affirme que ce sont eux qui ont commencé, ce qui signifie qu'il devrait s'excuser. D'autres hommes essaient d'éteindre le feu avec de l'eau, mais ils finissent par être attaqués par les forces spéciales de Kang, qui sont déterminés à éliminer tous les chasseurs de cet endroit. Après une journée, la mission est terminée, et le protagoniste découvre que son camp n'a eu aucune perte. Il a demandé au professeur de mathématiques de faire un rapport sur la performance des cocktails Molotov. Jin dit que ce qu'ils ont fait n'est pas très différent de l'idée qu'elle a donnée de tuer les chasseurs. En désaccord, notre garçon dit que c'est en effet différent puisqu'attaquer en premier serait considéré comme une déclaration de guerre. Mais ce n'était que de la vengeance, puisque le territoire de Dongak est en guerre avec Yuang, la femme devra distribuer ses forces. Ainsi, avec l'aide de Madame, Maem Diong pourra atteindre la table de négociation en utilisant la rivière comme levier, ce qui signifie que ce n'est qu'une question de temps avant que Juso ne prenne contact. Soudain, un homme apparaît en criant qu'il y a quelqu'un à la porte d'entrée. Nous voyons la reine de Dongak déclarant qu'elle a laissé ce territoire tranquille à cause du cadeau qu'elle a reçu. Mais maintenant, les choses ont un peu changé. À l'intérieur d'une pièce, la femme dit que Xion remue les marmites assez bien, et qu'elle aimerait qu'il arrête les actions militaires liées à la rivière Agnan et à la 3e guilde. Pour être honnête, elle dit qu'elle pourrait attaquer Man Gaeyan à ce moment, mais elle ne le fera pas. Parce que pour passer le 2e tour, il est nécessaire que 2 guildes restent à Agnan. Réfléchissant, le protagoniste conclut que la femme n'a pas reçu la mission d'unification. Mangeant, Jisoo dit qu'elle sait qu'il veut fusionner les guildes, mais il n'y a aucune raison à cela car pour commencer, ils n'ont jamais été ennemis, alors il devrait réfléchir à la façon de vaincre un certain joueur résident à Moigne. Pour convaincre le jeune homme, elle place une pierre précieuse sur la table, déclarant que l'objet est une ressource minérale extraterrestre différente de toute autre sur Terre et comment le système a déclaré la rivière comme une ressource et a encouragé les guildes à se battre pour elle. Quiconque monopolise de telles ressources gagnera la ligue. La femme tend la main pour qu'il conclue un accord, pensant que la science dit que même avec toutes ces informations, la reine veut négocier la paix, ce qui signifie qu'elle n'a aucune preuve que ce sont ces hommes qui ont attaqué à la rivière. Cependant, pour trouver Juno, il doit sortir en tête des négociations. Ainsi, il déclare haut et fort qu'il n'a rien à voir avec les attaques et sait que Dongak ne sortira pas indemne en cas de guerre. Puisqu'il doit également négocier avec Yuang, c'est pourquoi il s'est occupé de tout seul. Le monarque de la 3e guilde entre dans la pièce, et le protagoniste dit que le système ne veut pas la paix, annonçant lorsque l'homme se rend que le 2e tour se termine là. Voyant les messages qui disent que le printemps est arrivé, Jisoo sort pour voir ce qui se passe.
Nous découvrons que Jadwig a dit au jeune homme que le troisième tour les obligera à surmonter leurs limitations humaines. C'est pourquoi il a décidé d'élever un mur extérieur avec l'aide des ogres. Puisqu'à partir de ce moment, toutes sortes de monstres se réveilleront. L'assistant de la reine essaie d'attaquer le jeune homme, mais finit par perdre son bras avec une seule frappe d'épée de Jin. Souriant, notre garçon dit à Jisoo que les créatures se dirigent vers la zone où les Yuang se battaient. Par conséquent, il serait préférable que le monarque reste à ses côtés. Après leur discussion, nous la voyons partir au milieu d'un concert d'insultes, et nous découvrons que notre garçon lui a fait accepter de livrer Bison en échange d'une trêve d'un mois. Dans la calèche, la femme promet qu'elle aura Kang pour elle, tandis qu'il pense que dès que le traité expirera, son territoire sera en danger. Se retournant, le jeune homme demande à ses alliés de se concentrer sur les préparatifs de la guerre qui aura lieu le mois suivant. Pendant ce temps, à la frontière de Mangayon, des civils tentent d'empêcher les créatures de franchir le mur. Yinji demande à Yinhi de la laisser rencontrer le monarque, mais la petite fille refuse. Soudain, quelqu'un crie pour avertir le directeur du danger. Une créature sourit et se prépare à prendre une collation, mais est arrêtée par la nomade qui, avec sa faux, gâche la fête. Elle déclare ensuite que maintenant qu'elle a sauvé l'enfant, elle aimerait rencontrer le chef du lieu. La foule est choquée par l'habileté de la jeune femme, et là, au milieu des gens, Jin révèle qu'elle était sa supérieure dans une vie antérieure. En plus d'être le bras droit de Sion et l'un des plus forts joueurs de rang, choquée, l'étoile de l'épée dit qu'elle ne s'attendait pas à trouver la fille là-bas. En apprenant qu'elle est une nomade, le protagoniste affirme que dans ce cas, il devra utiliser ses compétences de persuasion pour la faire rester. Cependant, Jiaju dit que ce sera plus facile qu'il ne l'imagine car ils ont ce dont elle a besoin. Après l'agitation, Yoonji se réjouit de manger des nouilles. Kang entre dans la pièce et, lui tendant une canette de Coca-Cola, dit que la jeune femme est aussi impressionnante que sa réputation. Tremblant de partout, la joueuse se demande si elle voit vraiment ça. Nous découvrons que depuis le début de l'apocalypse, elle a passé près de 2 ans à chercher une canette de Coca-Cola. Plaçant la canette sur la table, le protagoniste révèle qu'il aimerait lui demander de se battre pour sa culpabilité. Se jetant presque sur lui pour attraper le soda, la fille dit qu'elle fera tout ce que le jeune homme veut. Puis elle prend une gorgée et célèbre sa conquête. Quelques minutes plus tard, nous voyons notre garçon Jin et Young à suivre la joueuse sur un chemin qui devrait mener à Donggak. Après avoir fini la boisson, la jeune rousse dit que les Newmen partagent de bonnes choses entre eux. Puis elle accueille Smackdab, qui est situé au centre de Donggak. Le groupe s'installe dans un bâtiment, et notre garçon demande au directeur de recueillir autant d'informations que possible. Mais si ça commence à sembler dangereux, elle devrait partir. Excitée, la petite fille dit qu'elle se souviendra de signaler chaque mouvement ennemi avec sa capacité. À seulement 1 mois de la guerre, nous découvrons que Choi enseigne aux citoyens tout ce qu'il sait sur le combat, et de plus, les efforts pour développer des armes ont été augmentés. 1 mois plus tard, le pacte de non-agression expire. Au milieu de la pluie, Jisoo commande tout ce qu'elle a fait jusqu'à ce moment avec son peuple et déclare qu'elle ne restera plus inactive à regarder donc que les forts doivent gouverner les faibles. Ils doivent charger en avant et prendre tout ce qu'ils peuvent et montrer aux ennemis ce qu'est la vraie liberté. Avec ceci, tout le monde crie en confirmation. Pendant ce temps, à Mangayon, Xion dit à ses alliés de se demander pourquoi ils sont là et pourquoi ils souhaitent se battre pour protéger la guilde. Il affirme ensuite que la réponse est parce qu'il voit la chance d'un avenir réel où il est possible de vivre dans la dignité. Tout le monde commence à se souvenir des choses qu'ils ont souffert, tandis que le jeune homme promet qu'ils feront tomber Donggak et leur feront témoigner de l'histoire de la survie de son peuple. Criant, la foule montre qu'elle est prête à se battre jusqu'à la fin. Un homme arrive et informe le protagoniste que les ennemis se dirigent vers les stations de Bizan et Anyang. Et cela fait déjà 2 jours qu'ils n'ont pas entendu parler de Yona. Shine conclut que la fille a été capturée et décide d'envoyer Jui et Yoonji à la gare. Regardant tout d'un autre monde, les entités commentent à quel point elles étaient impatientes que la guerre commence et commencent à parier sur qui sera le vainqueur du conflit. Kao apparaît et dit qu'elle est heureuse de voir qu'ils apprécient le spectacle. Payant le droit d'entrée, une entité demande lequel des monarques elle pense gagner. Donnant son humble avis, l'amiral déclare qu'elle croit que Jisoo sortira victorieuse. Ailleurs, quelqu'un loue la femme pour son travail. Allongée sur les genoux d'une jeune femme masquée, Q dit que tout ce qu'elle fait est pour elle. L'étrangère dit qu'elle n'est pas si sûre que le jeune homme perdra. Nous avons découvert que Donggak a fait le premier pas contre Mangayon et a divisé ses troupes en 2, les envoyant aux stations d'Anyang et de Bizin. Nous sommes emmenés dans un complexe d'appartements où la guerre bat son plein. Les hommes du protagoniste tirent dès que l'ennemi s'approche suffisamment. Cependant, la femme masquée parvient à se défendre et bondit dans les airs en utilisant une créature comme cheval. Mais tout le monde réalise que le danger est déjà trop tard. Choi apparaît et demande si la jeune femme est une joueuse de Donggu. Il déclare ensuite qu'il est impatient de combattre l'un des ennemis. Les deux chargent en confrontation directe, mais le bandit semble être désavantagé. Malgré tout, il parvient à frapper le moyen de transport de son adversaire, qui tombe au sol. Saisissant l'opportunité, l'homme se prépare à attaquer d'en haut. Cependant, il finit seulement par casser le masque de la jeune femme en 2 avant de recevoir une poussée. Souriant,
Il dit que la jeune femme n'est pas à la hauteur du battage médiatique qu'elle a. L'ennemi saisit sa lance et charge à l'attaque. Elle déplace Choi à plusieurs endroits différents, et il pense que ce n'était peut-être pas une bonne idée de la provoquer car son ennemi ne semble même pas utiliser de pouvoir, mais est toujours très forte. Il est touché à l'épaule, ce qui effraie les autres soldats. Criant, l'homme ordonne à tout le monde de retourner au bâtiment et de se préparer à se regrouper avec l'unité principale. La femme regarde tout le monde partir tandis que le bandit affirme qu'elle ne partira pas indemne de là. Son plan pour attirer les ennemis à l'intérieur du bâtiment tourne mal car la jeune femme décide également de se retirer. Un homme se lamente auprès du protagoniste de la défaite, et il dit que dans ce cas, ils doivent se préparer pour la deuxième bataille. Pensant que notre garçon conclut que l'ennemi testait juste leur défense et que le plan de Jizo est d'attaquer les stations d'Anian et de Bizan simultanément. Jin propose d'aller dans le district mais Xion dit que ce sera lui qui ira. Nous sommes emmenés au point de rencontre de la guilde Donga, où Sophie dit que les défenses de l'ennemi semblaient faibles, presque comme si tout faisait partie d'un piège. La reine dit qu'elle s'attendait à ce que Kang rende les choses intéressantes et affirme qu'ils peuvent tendre autant de pièges qu'ils veulent, car à la fin, cela explosera de l'intérieur. Nous revenons voir les bâtiments qui ont commencé à prendre feu après avoir été attaqués par un joueur. Choqué, Isso ne peut pas quitter des yeux l'ennemi, qui là-bas, au milieu des flammes, lui sourit en retour. D'accord, c'est la fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.